Je suis heureuse de vous avoir ici avec moi. Suivez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je n'aurais jamais imaginé que ma tradition du dîner dominical révélerait le vrai visage de ceux que j'aimais le plus. Mais c'est exactement ce qui s'est passé quand mon fils a claqué sa fourchette sur la table et a prononcé ces 7 mots qui ont fait voler mon monde en éclats. Tu ne fais plus partie de cette famille. Sors d'ici. Je croyais que les repas de famille rapprochèrent les gens. Pendant des décennies, c'est ce qu'ils ont fait pour nous. Chaque dimanche soir, l'odeur du bœuf bourguignon embaumait ma cuisine, tandis que Marcel et moi accueillions tous ceux qui pouvaient venir à notre table. Après sa disparition, j'ai maintenu cette tradition vivante. C'était ma façon de m'accrocher à lui, de garder notre famille soudée. Ce dimanche-là a commencé comme tous les autres. J'ai passé la matinée à préparer la recette de bœuf bourguignon de Marcel, ce plat qu'il avait perfectionné au fil des années. J'ai sorti le service en porcelaine de Limoges qu'il avait hérité de sa mère. J'ai même utilisé la belle vaisselle, celle que nous avions reçue en cadeau de mariage il y a 43 ans. À 17 heures, tout était parfait. La maison embaumait le thym et le laurier. La table était dressée avec une nappe blanche immaculée et des fleurs fraîches de mon jardin. J'avais même préparé les petits pains briochés de Marcel, ceux qu'Antoine adorait depuis son enfance. Quand Antoine, Mathilde et les enfants sont arrivés, j'ai immédiatement remarqué à quel point ils semblaient tendus. Mathilde m'a à peine regardé dans les yeux quand elle m'a tendu le sac à langer avec Léa, ma petite fille de 4 ans. « On n'a pas eu une soirée à nous depuis des semaines », a-t-elle dit, déjà plongée dans son téléphone. « Les enfants ont été impossibles ces derniers temps. » Je n'ai pas rechigné à prendre Léa. Je ne l'ai jamais fait. J'aimais mes petits-enfants plus que l'air que je respirais. Hugo, mon petit-fils de 7 ans, a immédiatement couru vers la cuisine en demandant ce qu'il y avait pour le dessert. Son énergie me rappelait toujours Antoine au même âge. « Mamie a fait un gâteau au chocolat », lui ai-je dit en ébouriffant ses cheveux. « Mais d'abord le dîner, jeune homme. » Mathilde a lancé un regard à Antoine que je n'ai pas su déchiffrer. Il a haussé les épaules et s'est dirigé vers le salon sans me saluer convenablement. Quelque chose n'allait pas, mais j'ai balayé cette impression. Les familles traversent des périodes difficiles, me suis-je dit. C'est normal. Le dîner a commencé agréablement. J'ai servi les plats tandis qu'Antoine parlait de sa promotion au travail. Mathilde intervenait de temps en temps, soulignant comment ses relations avaient contribué à son avancement. J'ai remarqué qu'elle portait un nouveau bracelet en diamant qui accrochait la lumière chaque fois qu'elle bougeait le poignet. Les enfants sont vite devenus agités. Léa a commencé à jeter des petits pois à travers la table, tandis qu'Hugo se plaignait bruyamment de vouloir du gâteau maintenant, pas après le dîner. « Hugo, s'il te plaît, parle moins fort », ai-je dit gentiment. « Et Léa, la nourriture reste dans nos assiettes, ma chérie. » Mathilde n'a pas levé les yeux de son téléphone. Antoine semblait déterminé à ignorer complètement la situation. Quand Léa a renversé son verre de lait et que Hugo a commencé à taper sa fourchette contre son assiette, j'ai ressenti un éclair de frustration. Ce n'était pas ainsi que Marcel et moi avions élevé Antoine. Nous lui avions appris les bonnes manières et le respect. « On dirait que quelqu'un laisse les petits singes diriger le zoo ces derniers temps ?» ai-je dit légèrement avec un petit rire. C'était une plaisanterie douce, quelque chose que Marcel disait toujours quand les choses devenaient chaotiques. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage d'Antoine s'est assombri. Mathilde a levé les yeux de son téléphone, un étrange sourire jouant au coin de sa bouche. « Qu'est-ce que tu as dit ?» La voix d'Antoine était glaciale. « C'était juste une plaisanterie, mon chéri. Les enfants sont un peu agités ce soir, c'est tout. » Antoine a claqué sa fourchette si fort que l'argenterie a résonné comme un coup de feu. Les enfants se sont figés. Même Mathilde a semblé surprise par sa réaction. « Tu ne fais plus partie de cette famille. »« Sors d'ici !» Il a craché ces mots en me regardant à travers la table du dîner. J'ai cligné des yeux, la lumière des bougies vacillant sur son visage. Le visage de mon fils, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il plaisantait. Le regard dans ses yeux m'a dit qu'il était sérieux. En face de moi, Mathilde a tamponné sa bouche avec sa serviette, comme si rien ne s'était passé. Mais je l'ai vu, ce petit sourire satisfait dans ses yeux. Elle savourait ce moment. « Antoine, je ne voulais pas, » ai-je commencé. « J'en ai assez de tes jugements. » m'a-t-il coupé. « Tu critiques toujours Mathilde. Tu crois toujours tout savoir mieux que tout le monde. » « C'est notre famille maintenant, et tu n'en fais plus partie. » Mes mains tremblaient,
quand j'ai posé ma serviette à côté de mon assiette. 42 ans de maternité, des milliers de repas préparés, d'innombrables nuits passées à m'inquiéter pour lui, à l'aimer, et tout cela aboutissait à ça, être jeté hors de ma propre maison pour un commentaire anodin. Je me suis levée lentement. Mes jambes semblaient faibles, mais ma voix n'a pas tremblé quand j'ai parlé. « Souviens-toi de ce jour », ai-je dit en gardant les yeux sur Antoine. « Tu n'as pas perdu seulement ta mère, mais ton avenir. » Je suis allée dans la chambre d'amis où se trouvait mon sac à main et j'ai pris mes clés de voiture. En passant devant la salle à manger, Hugo a crié « Mamie, où tu vas ?» Je n'ai pas pu lui répondre. Cette petite voix pleine de confusion, pas de haine. Cela m'a presque brisée. Mais je ne laisserai ni Antoine ni Mathilde me voir pleurer. Je n'ai pas claqué la porte en partant. Je n'ai pas crié ni juré. J'ai simplement marché avec toute la dignité que je pouvais rassembler. L'air printanier semblait froid contre mon visage quand je suis montée dans ma voiture. Ce n'est qu'à mi-chemin de la rue que j'ai réalisé quelque chose de profond. La maison que je venais de quitter, celle dont on m'avait chassée, était encore légalement la mienne. Je n'ai pas pleuré dans la voiture, ni sur le chemin de chez Françoise, ni même quand j'ai vu la lumière du Porsche qu'elle laissait toujours allumée pour moi, comme quand nous étions adolescentes et que nous rentrions en cachette après des soirées. Elle a ouvert la porte avant que je frappe, comme si elle avait senti que j'arrivais. Sylvie. Ses yeux se sont écarquillés quand elle a vu mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas pu parler. Les mots étaient coincés quelque part entre mon cœur et ma gorge. Françoise m'a simplement serré dans ses bras et a dit « Reste aussi longtemps que tu en as besoin ». Nous étions amis depuis plus de 50 ans, Françoise et moi. Nous avions assisté au mariage l'une de l'autre. Nous nous étions soutenus à travers les divorces et les décès. Nous avions célébré les naissances et les promotions. Elle savait quand insister et quand simplement être présente. Elle m'a conduite à sa cuisine, a mis la bouilloire sur le feu et a placé une assiette de petits sablés entre nous sur la table. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste attendu. « Antoine m'a mise dehors », ai-je finalement dit, les mots sonnant étrangement à mes propres oreilles. Il m'a dit que je ne faisais plus partie de la famille. Les sourcils de Françoise se sont levés, mais elle a gardé sa voix stable. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai expliqué le dîner, le comportement des enfants, mon commentaire et la réaction explosive d'Antoine. À chaque détail, cela semblait plus surréaliste. « C'est Mathilde qui est derrière tout ça », ai-je dit. « Tu aurais dû voir son visage. Elle essaye de me pousser dehors depuis des années. » Françoise a versé le thé et m'a poussé une tasse fumante. « Je n'ai jamais fait confiance à cette femme », a-t-elle dit. « Mais Antoine, je n'arrive pas à croire qu'il se retourne contre toi comme ça. Il a changé depuis leur mariage, ai-je dit. C'est comme si elle avait lentement effacé l'homme que j'avais élevé. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment, le tic-tac de l'horloge normande de Françoise étant le seul son dans la pièce. « Où vas-tu aller » a-t-elle finalement demandé. « Je ne sais pas. » La réalité de ma situation commençait à s'imposer. « Je suppose que je dois trouver un appartement. » Françoise a secoué la tête fermement. « Tu vas rester ici jusqu'à ce que tu aies réglé les choses. La chambre d'amis est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. » Cette nuit-là, allongée éveillée dans la chambre d'amis de Françoise, j'ai rejoué chaque seconde de ce dîner. Le couvre-lit fleuri sentait légèrement la lavande et l'horloge sur la commode faisait trop de bruit. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la maison. Pas celle de Françoise, la mienne. Celle que j'avais construite avec Marcel. Celle que j'avais transférée à Antoine l'année dernière. Juste pour des raisons fiscales, avait-il dit, doux comme le miel. Tu vivras toujours là, maman. Rien ne change. Je l'avais cru. J'avais cru mon fils. Mais Dieu merci, j'avais écouté Marcel avant que le cancer ne l'emporte. Marcel m'avait fait promettre de garder mon nom sur l'acte d'une façon ou d'une autre, au cas où. Les gens changent quand l'argent est en jeu, Sylvie. Alors j'avais insisté sur la clause de réversion, une formalité technique, avait dit Antoine à l'époque. D'accord, pas de problème. Mais c'était un gros problème maintenant. J'ai glissé hors du lit et me suis dirigée vers le petit bureau de Françoise. Elle gardait ses dossiers en rangées bien ordonnées, étiquetés avec son écriture parfaite. J'ai trouvé celui que j'avais apporté le printemps dernier. Transfert de propriété, clause d'urgence, la voix de Marcel a résonné dans mon esprit. Les gens changent, ma chérie. Assure-toi de ne pas te priver d'un avenir.
J'ai passé mes doigts sur son écriture dans les marges du document. Il l'avait entièrement revu avant de mourir. Je me souvenais de lui pencher sur la table de la salle à manger, avec un stylo rouge, toussant entre les notes. Il avait encerclé la clause lui-même. La propriété reviendra au cédant en cas d'abandon, de mauvais usage ou d'expulsion du cédant par le cessionnaire. Mes mains tremblaient quand j'ai relu ces mots. Marcel avait su d'une certaine façon. Il avait anticipé cela. Pas les détails peut-être, mais la possibilité qu'Antoine se retourne un jour contre moi. Les larmes que j'avais retenues sont finalement venues. Je me suis assise dans le fauteuil de bureau de Françoise et j'ai pleuré en silence. Pleurant non seulement la perte de ma maison, mais aussi le fils que je croyais connaître. À 3h12 du matin, je suis allée à la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre avec un verre d'eau à la main. Je pouvais voir les mangeoires à oiseaux de Françoise suspendues au clair de lune, se balançant doucement dans la brise. Son jardin tranquille ressemblait à une autre planète comparée à la maison que j'avais laissée derrière moi. Ma maison. J'ai revu les mains de Marcel, plantant des hortensias sous la fenêtre du salon, sa chemise kaki collée à son dos, de la terre sous les ongles. Je me souvenais de lui se tournant vers moi en riant. « Celui-ci est pour ton anniversaire, Sylvie. Il fleurira comme toi. » La cuisine. C'est là que j'avais appris au petit Hugo à étaler la pâte à tarte sans la déchirer. Où nous avions fait du pain aux bananes ensemble et où il avait demandé s'il pouvait lécher la cuillère. Où Mathilde se tenait il y a seulement 3 semaines, défilant sur son téléphone, ignorant la casserole qui bouillait jusqu'à ce qu'elle déborde, et j'avais discrètement baissé le feu. Alors que l'aube se levait, j'ai pris une décision. Je ne partirai pas simplement. Pas de la maison que Marcel et moi avions construite, pas des souvenirs que nous avions créés, pas de l'avenir que nous avions planifié. Une semaine plus tard, l'appel est venu juste après le petit déjeuner. J'étais assise à la petite table ronde de la cuisine de Françoise, pliant du linge que je n'avais pas besoin de plier, juste pour occuper mes mains. Sa chatte, Minette, jouait avec les rayons de soleil qui entraient par la fenêtre, inconsciente du bouleversement dans ma vie. Mon téléphone a sonné, et quand j'ai vu son nom, mon estomac s'est noué. Antoine, j'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. « Maman ?» a-t-il dit, sa voix précipitée et tendue. « Salut ? Je suis désolée de te déranger, mais il y a un problème. » Je n'ai pas répondu. J'avais passé la semaine à penser à Antoine, à notre relation, à la façon dont elle avait changé au fil des années. Antoine avait toujours été un enfant sensible, facilement influencé par son entourage. Quand il avait rencontré Mathilde à l'université, j'avais remarqué de petits changements au début. Il appelait moins souvent. Ses visites à la maison devenaient plus courtes. Il commençait à reprendre les opinions de Mathilde sur tout, de la politique à la meilleure façon de plier les serviettes. Après leur mariage, les changements s'étaient accélérés. Le rire chaleureux et facile d'Antoine avait disparu. Il était devenu défensif, prompt à s'offenser. L'ambition de Mathilde semblait les consumer tous les deux. Le bon quartier, les bonnes écoles pour les enfants, les bonnes relations sociales. J'avais essayé de maintenir notre relation, d'être la mère dont il avait besoin. Je gardais les enfants chaque fois qu'il le demandait. Je ne commentais jamais les choix parentaux de Mathilde, même quand je n'étais pas d'accord. Je leur avais donné de l'argent quand ils avaient du mal à payer l'apport pour leur première maison. Et maintenant, il m'appelait. Non pas pour s'excuser, mais parce qu'il avait besoin de quelque chose. Il y a un truc bizarre avec le titre de propriété de la maison. A-t-il continué en essayant de paraître décontracté, mais en échouant. La banque dit qu'il y a un privilège ou une clause ou quelque chose. Il refuse de refinancer. Je n'ai toujours pas répondu, respirant juste lentement, laissant le silence s'étendre entre nous. Je pensais juste, a-t-il trébuché sur les mots suivants. Je pensais que peut-être tu pourrais clarifier les choses. J'ai finalement parlé, calme et basse. Oh, ma maison à nouveau, c'est ça? Silence à l'autre bout. Je pouvais pratiquement l'entendre cligner des yeux de confusion. Je veux dire, je sais qu'elle était à ton nom à un moment. Mais nous avons transféré... Tu veux dire la maison où j'ai construit mon mariage? L'ai-je interrompu. La maison où je t'ai élevé? La maison d'où tu m'as chassé. Encore du silence. Je me suis levée et me suis dirigée vers la fenêtre arrière, tenant toujours le torchon de Françoise. J'ai sorti les documents la nuit où tu m'as jeté comme un chien errant. Ai-je continué. Tu n'as jamais eu la pleine propriété, Antoine. Tu as signé cette clause toi-même. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. A-t-il dit.
une pointe défensive se glissant dans sa voix. Non, tu as dit que c'était juste pour les impôts. J'ai dit que ça devait être réversible. Et ton père, il s'est assuré que ça le soit. Antoine a soupiré. Et pour la première fois, j'ai entendu quelque chose dans sa voix qui ressemblait à de la peur. Pas de la colère, pas de l'arrogance, de la panique. La banque a besoin que le titre soit clarifié, a-t-il finalement dit. Sinon, on perd l'accord. Le refinancement ne passera pas, et on ne peut pas payer le remboursement final sans ça. Cela a attiré mon attention. Remboursement final? Qu'avait-il fait? Je me suis demandé combien de voyages, combien de plans de travail en granit, combien de vêtements de créateurs ma maison avait payé depuis la mort de Marcel. Je vois, ai-je dit. Donc soudain je compte. Maman, allez. Ce n'est pas comme ça. Non, tout comme me jeter dehors devant mes petits-enfants n'était pas personnel. Tout comme le petit sourire satisfait de Mathilde cette nuit-là n'était pas une victoire. Tout comme chaque fois que je proposais d'aider avec les enfants, tu disais « non merci » et tu me les laissais quand même ensuite. Il était silencieux, attendant. Je suis retournée à la table, me suis assise et j'ai ramassé un linge plié, une des vieilles serviettes de Françoise, douce et usée sur les bords. Utile malgré son âge, comme moi. « Je vais parler à quelqu'un », ai-je dit. La voix d'Antoine s'est éclaircie. « D'accord, super. »« Merci. Mais pas pour toi », ai-je fait une pause. « Pour moi, parce que je n'aime pas que des étrangers s'assoient dans mon salon? Parce que les cendres de mon mari sont enterrées sous ce buisson d'hortensia. Et je serai damnée si la banque prend la terre dans laquelle nous avons versé nos vies. Maman, j'essaye juste d'arranger les choses. »« Non, Antoine, » ai-je dit sèchement, ma voix se brisant comme du verre. « C'est toi qui les as cassés. » Après avoir raccroché, je suis restée immobile à la table. La conversation avait confirmé ce que je soupçonnais. Antoine et Mathilde avaient des problèmes financiers. Ils avaient probablement contracté un prêt sur la valeur de la maison, peut-être plusieurs prêts, en utilisant ma maison comme garantie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'étais inquiète. Non, cette partie de moi était morte depuis longtemps. Je n'arrivais pas à dormir parce que j'étais en colère. Cette colère dure et sobre qui ne brûle pas fort, mais bas et régulièrement. Le genre qui te fait ranger un tiroir à 2 heures du matin, juste pour avoir l'impression de contrôler quelque chose. Alors, je suis retournée au dossier, aux notes griffonnées de Marcel dans les marges. Je me suis assise dans le bureau de Françoise en robe de chambre, la petite lampe de bureau projetant un cercle de lumière jaune. Le document était là comme un bouclier. Transfert de propriété, clause d'urgence. C'était l'onglet que j'avais écrit en marqueur noir épais le printemps dernier, après avoir rencontré Roger Martin, le vieil ami de Marcel et notre avocat de famille. Marcel avait insisté sur ses protections. Les gens changent quand l'argent est en jeu. Il me l'avait dit une fois, des années avant qu'il ne tombe malade. Surtout la famille. Je ne veux pas le croire non plus, mais c'est vrai. Alors, on garde toujours une porte de sortie. J'avais levé les yeux au ciel à l'époque. Tu penses que notre fils pourrait un jour... Je pense que l'amour ne garde pas les gens honnêtes. Les papiers, oui. Je n'avais plus discuté après ça. Il avait raison. Il avait toujours été plus perspicace sur ces choses. J'étais la douce, la pâtissière, l'infirmière, le ciment. Marcel était les briques. Et maintenant qu'il était parti, je devais être les deux. J'ai relu la clause à nouveau, la partie qui me protégeait. La clause de réversion nichée juste en dessous de tout le langage sur le transfert pour optimisation fiscale. Mon nom était encore lié à la propriété légalement. La clause disait que la maison devait me revenir sous 3 conditions. Si j'étais retirée de la maison, si la propriété était négligée, ou si une action financière était entreprise sans mon consentement écrit. Antoine avait coché les 3 avec panache. J'avais apporté les papiers chez Françoise l'automne dernier après une étrange conversation avec Mathilde sur la consolidation des actifs pour le bien de la rationalisation de l'héritage familial. Je n'avais pas aimé le son de ça à l'époque. Maintenant, j'étais reconnaissante d'avoir écouté mon instinct. Le lendemain matin, je me suis fait un café. Je me suis habillée correctement pour la première fois depuis des jours et j'ai appelé Roger Martin. « Bonjour Sylvie », a-t-il dit, joyeux comme toujours. « Comment se passe la retraite ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. « J'ai besoin de venir vous voir », ai-je dit. C'est à propos de la maison et d'Antoine. Sa voix a changé instantanément. Je libère mon après-midi. J'ai raccroché et j'ai regardé le dossier. Marcel était parti depuis 14 mois. Son jardin était devenu sauvage. Sa maison s'effondrait sous le sentiment d'avoir droit de son fils,
et j'étais restée dans l'ombre, trop honteuse pour y faire face. Plus maintenant. J'ai glissé le dossier sous mon bras, pris mon sac à main et embrassé Françoise sur la joue alors qu'elle remuait une casserole de soupe sur la cuisinière. « Tu vas quelque part ?» a-t-elle demandé. « Oui, » ai-je dit en marchant vers la porte. « Récupérer ce qui m'appartient. » Dehors, le matin était froid et vif. Ma respiration formait des nuages devant moi alors que je marchais vers la voiture. Je n'avais pas conduit depuis des jours. Mes mains tremblaient légèrement quand j'ai agrippé le volant. Non pas de nervosité, mais de résolution. La maison d'où Antoine m'avait chassée était encore légalement attachée à moi. Le fils que j'avais élevé voulait m'effacer, mais il avait oublié une chose. Je l'avais élevé, je savais exactement quelle part de lui était du bluff et quelle part était de la panique. Roger avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Ses cheveux, autrefois poivre et sel, étaient maintenant juste sel. Mais son esprit était toujours aussi vif qu'une lame. Il n'a pas perdu de temps en civilité quand je suis entrée dans son bureau cet après-midi-là. Il a juste fait un geste vers la chaise en face de son bureau et a dit « Faites-moi voir le dossier ». Je le lui ai tendu, et il a ajusté ses lunettes, feuilletant chaque page comme un homme cherchant un pouls. Nous sommes restés assis en silence pendant presque 10 minutes. L'horloge au mur faisait tic-tac plus fort que nécessaire. Quelque part dehors, un camion a klaxonné et un chien a aboyé. Quand il a finalement levé les yeux, son expression était indéchiffrable. « Légalement ?» a-t-il dit en tapotant la page avec le dos de son stylo. « Vous n'avez jamais renoncé à la pleine propriété. Vous avez conservé un intérêt réversif, ce qui signifie, il s'est penché en arrière, croisant les mains sur son ventre, que vous pouvez la reprendre. » Je n'ai pas respiré pendant une seconde. Mes paumes ont commencé à transpirer. « Juste comme ça ?» ai-je demandé, ma voix mince. Il a fait un petit signe de tête. « Pas juste comme ça. » Ça demande des papiers, un préavis de 30 jours pour quitter les lieux. Possiblement une action en justice s'il refuse de partir. Mais la loi est de votre côté, Sylvie. Cette clause est solide. Votre mari savait ce qu'il faisait. J'ai regardé le dossier à nouveau. L'encre rouge de Marcel encore visible dans la marge. Ceci reste. Pas d'exception. J'ai voulu pleurer. Je ne l'ai pas fait. Roger a continué. Vous devrez décider comment vous voulez procéder. Discrètement, formellement ou par voie judiciaire. Je peux rédiger le préavis aujourd'hui si vous voulez. J'ai hoché la tête avant de trop réfléchir. Oui, je le veux. Le préavis. Il m'a regardé longuement, pas en me jugeant, mais avec attention, m'étudiant comme un homme essayant de jauger ce qui était du chagrin, ce qui était de la fureur. Vous êtes sûre d'être prête pour ça, Sylvie? Ce ne sera pas agréable. Je me suis redressée sur ma chaise. Ils ont fait leur choix. Maintenant, je fais le mien. Il a souri doucement, pas gentiment, mais avec une sorte de respect que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. C'est la Sylvie dont je me souviens. Alors qu'il sortait un nouveau jeu de formulaire, j'ai regardé autour du bureau. Les mêmes diplômes encadrés, la même étagère poussiéreuse avec trop de revues juridiques et pas assez de chaleur. Marcel avait l'habitude de s'asseoir dans cette même chaise, révisant la planification successorale et les documents d'urgence comme s'il se préparait à la guerre. À l'époque, je pensais qu'il était dramatique. Maintenant, je voyais ça pour ce que c'était, de l'amour. Le genre discret et vigilant. Le genre qui laisse des boucliers derrière lui quand il sait qu'il ne sera plus là pour monter la garde. Roger a fait glisser les papiers sur le bureau et m'a tendu un stylo. « Signez ici. Nous émettrons un préavis formel de 30 jours. S'il le conteste, nous intensifions. » Mais honnêtement, il m'a regardé droit dans les yeux. Il bluffe. Il pensait que vous étiez faible. J'ai signé. Mes mains tremblaient un peu. Pas de peur, mais d'autre chose. Du soulagement peut-être, ou de l'adrénaline. Quand c'était fait, j'ai fermé le dossier et posé mes mains sur mes genoux. Roger s'est levé et m'a accompagné à la porte comme un gentleman. « Appelez-moi si vous recevez quoi que ce soit de menaçant, » a-t-il dit. Email, texto, messages vocaux. Gardez tout. Plus il s'agite, plus notre dossier devient facile. J'ai hoché la tête. Dehors, le soleil avait glissé derrière un nuage. Le vent s'était levé, dispersant des feuilles sur le parking. Je suis allée à ma voiture, le préavis signé dans mon sac, et je suis restée assise derrière le volant longtemps, avant de tourner la clé. Antoine ne le savait pas encore, mais la maison qu'il pensait posséder était déjà à moitié de retour à mon nom. Je suis retournée chez Françoise avec les vitres baissées,
laissant l'air printanier me laver. Pour la première fois depuis ce dîner dominical, j'ai ressenti autre chose que de la douleur ou de la colère. Je me suis sentie puissante, pas de manière vengeresse, mais de la façon dont on se sent quand on se redresse enfin, après s'être courbé trop longtemps. Françoise m'attendait sur le porche quand je me suis garée dans son allée. Un regard sur mon visage lui a dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. « Tu te bats ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. « Oui. » Elle a hoché la tête, un sourire jouant au coin de sa bouche. « Bien. » Il était temps. Ce soir-là, alors que nous étions assises sur sa balancelle avec des verres de vin, je lui ai tout raconté. La clause, la réunion avec Roger, le préavis qui serait délivré le lendemain matin. « Qu'est-ce que tu penses qu'Antoine va faire ?» a-t-elle demandé. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai considéré la question. Il va paniquer, puis il va essayer de charmer sa sortie. Quand ça ne marchera pas, il va se mettre en colère. Et quand la colère ne marchera pas, j'ai fait une pause, regardant une luciole clignoter dans le crépuscule qui s'installait. C'est là que je saurais que j'ai gagné. Françoise a serré ma main. Marcel serait fier. Marcel savait, ai-je dit doucement. Il a vu ça venir d'une certaine façon. Nous sommes restées assises en silence un moment. La balancelle grinçant doucement sous nous. L'air nocturne était doux avec le parfum des roses de Françoise. Au loin, un sifflet de train a retenti. Solitaire, mais déterminé. Comme moi, j'ai attendu jusqu'à mercredi pour faire mon prochain mouvement. En milieu de journée, juste après l'heure de pointe scolaire, mais avant qu'Antoine ne soit rentré du travail. Mathilde ne travaillait pas vraiment. Mais elle avait un cours de pilates fixe chaque mercredi à midi. Je connaissais leur routine mieux qu'ils ne le pensaient. La rue était calme quand je me suis garée dans la vieille berline de Françoise, à 2 portes de distance. J'ai laissé le moteur tourner, je suis descendue et je me suis tenue sur le trottoir, appareil photo en main. De loin, la maison avait l'air pareil. Ma maison. Même volet, même allée en briques que Marcel avait posée à la main un été étouffant. Mais de près, j'ai vu la vérité. Les hortensias que Marcel avait plantées jaunissaient sur les bords. La pelouse était montée en graines. Les gouttières se détachaient du toit, comme si elles essayaient de fuir l'endroit. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris des photos, les marches avant envahies par les mauvaises herbes, la peinture qui s'écaillait sur les rambardes du porche, un nain de jardin cassé qu'Hugo avait offert à Marcel pour son dernier anniversaire. Je ne reconnaissais pas l'endroit. On aurait dit que personne ne l'aimait. Parce que personne ne l'aimait. Pas comme je l'avais fait. J'ai fait le tour de la maison lentement, restant sur le trottoir public, faisant attention de ne pas empiéter, juste assez pour capturer l'affaissement de la clôture latérale. Les rosiers fanés que Marcel avait chouchoutés chaque printemps. Même le paillasson de bienvenue était différent. Un truc bon marché qui disait « Vivez, riez, aimez » en lettres dorées clinquantes. Celui que j'avais gardé là pendant 20 ans disait « Arrivez en amis, repartez en famille ». Disparu maintenant, comme tant d'autres choses. J'ai pris une dernière photo depuis le trottoir. Toute la façade de la maison encadrée entre 2 érables mourants. Et je suis remontée dans la voiture. Je suis restée assise là un moment, agrippant le volant. Quelque chose en moi se sentait creux et froid, comme une pièce après que les meubles ont été emportés. Mais en dessous, de la résolution. Pas de la rage, pas même de la tristesse, juste une certitude claire et stable. Il n'avait pas pris ma maison, il l'avait abandonnée. Cette distinction comptait plus qu'il ne le savait. De retour chez Françoise, j'ai téléchargé les photos dans un dossier intitulé « Preuve propriété détérioration ». Je les ai envoyées par email à Roger avec une courte note. Photos prises à 16h17 pendant que les résidents étaient absents. Toutes depuis l'accès public, pas d'intrusion. Faites-moi savoir si vous en avez besoin de plus. Il a répondu 20 minutes plus tard. Excellente documentation. Cela renforce notre position concernant la clause de négligence. Continuez à envoyer toutes les preuves futures. Ils construisent votre dossier pour vous. J'ai fixé ces mots. Ils construisent votre dossier pour vous. Comme c'était approprié. Ils avaient démonté l'endroit et m'avaient remis les outils même dont j'avais besoin pour le reprendre. Françoise m'a trouvé plus tard cet après-midi, assise dans sa véranda avec une tasse de thé refroidi à côté de moi. Elle a étudié mon visage. « Qu'est-ce que Roger a dit ?» a-t-elle demandé. Il dit qu'on a un dossier solide. L'angle de la négligence est bon. Françoise a hoché la tête, s'installant dans le fauteuil en osier en face de moi. « Qu'est-ce qui te tracasse vraiment, Sylvie ?» J'ai regardé son jardin,
en fleurs avec les premières fleurs printanières. « Les enfants !» ai-je finalement dit. Hugo et Léa, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Tout ce qu'ils sauront, c'est que mamie leur a pris leur maison. Françoise s'est penchée en avant, ses yeux doux mais fermes. « Et à qui la faute ?» Antoine a fait ce choix. Mathilde l'y a encouragé. « Tu protèges juste ce qui t'appartient. » Je sais, mais ça fait quand même mal. Bien sûr que ça fait mal. Tu ne serais pas toi si ce n'était pas le cas. Nous sommes restées assises en silence complice un moment, regardant un colibri voltiger entre les mangeoires de Françoise. « Tu as pensé à ce qui se passe après ?» a-t-elle finalement demandé. « Après quoi ? Après ta victoire. Après leur départ. Qu'est-ce que tu feras de la maison ?» Je ne m'étais pas permis de penser aussi loin. La maison était grande, trop grande pour moi seule. Elle serait silencieuse sans le bruit des petits pieds courant dans le couloir, sans le rire profond d'Antoine résonnant depuis le salon. Je ne sais pas, ai-je admis, mais c'est à moi de décider. C'est ce qui compte maintenant. Le lendemain, j'ai de nouveau rencontré Roger. Il avait rédigé le préavis formel de quitter les lieux. Un langage juridique froid qui serait délivré à Antoine et Mathilde le lendemain matin. C'était étrange de voir leur nom en noir et blanc, recevant l'ordre de quitter ma maison dans les 30 jours. Une fois qu'ils l'auront reçu, a expliqué Roger, le compte à rebours commence. 30 jours. S'ils n'ont pas quitté les lieux d'ici là, nous déposons une demande d'expulsion. Vu la solidité de votre dossier, je n'anticipe pas de problème, mais nous devrions être préparés. Quel genre de problème ? Ai-je demandé. L'expression de Roger s'est légèrement assombrie. Il pourrait contester la validité de la clause de réversion. Il pourrait prétendre avoir fait des améliorations à la propriété qui compensent toute négligence. Il pourrait simplement refuser de partir et nous forcer à aller au tribunal. Il a fait une pause, où il pourrait essayer des tactiques plus personnelles. Comme quoi ? Pression familiale, manipulation émotionnelle, utiliser les enfants comme levier. Il m'a regardé fixement. « Êtes-vous préparé à ça ?» J'ai pensé à la voix d'Hugo m'appelant alors que je partais cette nuit-là. J'ai pensé aux doigts collants de Léa sur mes joues quand elle voulait un bisou de bonne nuit. J'ai pensé aux décorations de Noël que nous avions faites ensemble, rangées dans le grenier de la maison que je réclamais maintenant. « Oui !» ai-je dit, ma voix plus forte que je ne m'y attendais. « Je suis préparée. » Roger a hoché la tête, apparemment satisfait. « Alors nous procédons. » Plus tard ce soir-là, j'ai appelé la sœur de ma belle-fille, Vanessa. Nous nous étions toujours bien entendus, même après que Mathilde et moi avions commencé à nous éloigner. Elle a répondu à la 3e sonnerie, la surprise évidente dans sa voix. « Sylvie, tout va bien ?»« Pas vraiment, » ai-je dit. « J'espérais qu'on pourrait se voir pour un café. Il y a quelque chose dont j'ai besoin de discuter avec toi. » Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer le lendemain dans un petit café à mi-chemin entre nos maisons. Vanessa m'attendait déjà quand je suis arrivée, l'air préoccupé sur son visage. Elle s'est levée et m'a serré fort dans ses bras. « Mathilde m'a dit ce qui s'était passé, » a-t-elle dit alors que nous nous asseyions. Mais je voulais entendre ta version. J'ai étudié son visage. Vanessa ressemblait à Mathilde. Même pommette haute, même cheveux au burn. Mais il y avait une chaleur dans ses yeux que sa sœur n'avait pas. « Qu'est-ce que Mathilde t'a dit exactement ?» ai-je demandé prudemment. Vanessa a soupiré. « Que tu avais fait des commentaires durs sur sa façon d'élever les enfants, qu'Antoine l'avait défendu et que tu étais partie en colère. Elle a dit que tu essaies maintenant de reprendre la maison par dépit. » J'ai hoché la tête lentement, sans surprise. « Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. » Pendant l'heure suivante, j'ai tout raconté à Vanessa. Le dîner, les mots d'Antoine, le petit sourire de Mathilde, la clause de réversion, l'état de la maison, les problèmes financiers qu'ils avaient cachés. Elle a écouté sans m'interrompre, prenant occasionnellement des notes sur un petit carnet qu'elle a sorti de son sac. Quand j'ai terminé, elle s'est rassise, une expression troublée sur le visage. « Ça ressemble à Mathilde », a-t-elle finalement dit. Elle a toujours été calculatrice. « Tu me crois ?» ai-je demandé, un peu surprise. « Bien sûr. » Mathilde vit au-dessus de ses moyens depuis des années. J'ai essayé de lui en parler, mais elle n'écoute pas. Vanessa a secoué la tête. Le mois dernier, elle m'a demandé de lui prêter 5 000 € pour ce qu'elle appelait des réparations urgentes à la maison. Je les lui ai donnés, mais quand je suis passée la semaine dernière, je n'ai vu aucune réparation. Juste un nouveau sac de créateur et des chaussures. Mes soupçons confirmés. Je me suis penchée en avant. « Vanessa, j'ai besoin de te demander quelque chose. »
Les enfants, est-ce qu'ils vont bien? Vraiment bien? Une ombre est passée sur son visage. Hugo fait des bêtises à l'école. Mathilde m'a dit que c'était juste une phase, mais elle a hésité. La dernière fois que je l'ai récupéré pour notre week-end ensemble, il m'a demandé s'il pouvait vivre chez moi à la place. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que je pouvais dire? Je lui ai dit que j'adorais la voir en visite, mais que sa place était avec ses parents. Elle m'a regardé dans les yeux. C'était mal? Non, ai-je dit gentiment. Tu as dit ce qu'il fallait dire. Mais ça m'inquiète. Moi aussi, a admis Vanessa. Et Léa, elle est si silencieuse maintenant. Elle était si bavarde avant. Nous avons parlé encore 1 heure, comparant nos notes, partageant nos inquiétudes. Au moment où nous nous sommes séparés, je me sentais à la fois validée et plus inquiète que jamais. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» a demandé Vanessa alors que nous nous levions pour partir. « Ce que je dois faire ?» ai-je dit. Mais je suis contente de savoir que les enfants t'ont aussi dans leur camp. Elle m'a encore serré dans ses bras. « Tiens-moi au courant. Et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour t'aider, je le ferai, ai-je promis. » En retournant chez Françoise, j'ai senti une nouvelle résolution se durcir en moi. Il ne s'agissait plus seulement de la maison. Il ne s'agissait même plus de la trahison d'Antoine ou de la manipulation de Mathilde. Il s'agissait de 2 petits-enfants pris dans une situation toxique. Quoi qu'il arrive ensuite, je m'assurerai qu'ils soient protégés. Quand je suis revenue, Françoise était dans la cuisine, en train de faire de la soupe. Le riche arôme de bouillon de poule et d'herbe remplissait l'air, me rappelant d'innombrables dîners autour de ma propre table. « Comment ça s'est passé avec Vanessa ?» a-t-elle demandé en remuant la casserole. Mieux que prévu. Elle me croit et elle s'inquiète aussi pour les enfants. Françoise a hoché la tête, sans surprise. Bien. Tu as besoin d'alliés dans ce combat, Sylvie. Plus il y en a, mieux c'est. Et si je faisais une erreur? Ai-je demandé soudain, exprimant le doute qui me rongeait. Et si ça rendait tout pire? Françoise a arrêté de remuer et s'est tournée pour me faire face pleinement. Pire que d'être jetée hors de ta propre maison? Pire que de regarder ton fils devenir quelqu'un que tu ne reconnais plus? Pire que de voir tes petits-enfants élevés dans une maison de mensonges et d'insouciance financière? Présentée ainsi, la réponse était claire. Non, pas pire que ça. Alors tu es sur la bonne voie, a-t-elle dit fermement. Maintenant, viens m'aider avec ces biscuits. Les mains oisives font des esprits inquiets. Alors que nous travaillions côte à côte dans sa cuisine chaude, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas éprouvée depuis ce dîner fatidique. Je faisais ce qu'il fallait. Ce ne serait pas facile, mais c'était nécessaire. Pour moi, pour la mémoire de Marcel, et surtout pour Hugo et Léa. Le préavis formel a été délivré le lendemain matin. Je n'étais pas présente. Roger m'avait conseillé de ne pas l'être. Mais j'ai reçu confirmation par email qu'Antoine avait signé l'accusé de réception à 9h17. Maintenant, le compte à rebours commençait. 30 jours. Le texto est arrivé 2 jours plus tard. J'étais de nouveau dans la véranda de Françoise, pliant du linge avec le journal télévisé qui bourdonnait doucement en arrière-plan. Mon téléphone a vibré une fois sur l'accoudoir. Je l'ai pris et j'ai vu son nom. Mathilde. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle directement, depuis la nuit où elle était assise à sourire à cette table du dîner, comme si elle avait finalement gagné. Je m'attendais à quelque chose de civil, peut-être une tentative maladroite d'excuse ou une offre de paix superficielle. Au lieu de ça, le message disait « Arrête de nous traquer ou on dépose une demande d'ordonnance restrictive. » C'était tout. Pas de bonjour, pas de ponctuation, juste du venin condensé en 10 petits mots. Pendant un moment, je n'ai pas pu respirer. Mon pouce planait au-dessus de l'écran, alors que mes yeux parcouraient le message à nouveau. Tracker. J'avais marché devant la maison dont j'étais encore légalement propriétaire. Je n'avais pas mis les pieds sur la propriété. Je n'avais parlé à personne. Ça n'avait rien à voir avec du harcèlement. C'était de la peur. Ils savaient que quelque chose se passait. Maintenant, ils essayaient de me déstabiliser avant que je ne fasse trembler les murs de leurs petits fantasmes. J'ai transféré le message à Roger avec une seule ligne. « Je viens de recevoir ça. » Il a répondu 6 minutes plus tard. « Parfait. Menace documentée. » Ça montre qu'ils escaladent émotionnellement. Ça nous aide, pas eux. Ne réponds pas. J'ai fixé son message, puis le sien, et finalement j'ai souri. Mathilde avait montré son jeu. Une ordonnance restrictive contre la femme qui gardait ses enfants, cuisait ses gâteaux d'anniversaire, l'avait laissé pleurer sur mon épaule la première fois qu'elle avait cru qu'Antoine la trompait peut-être.
Elle avait oublié que j'avais des années de fils de discussion sauvegardés. Des vidéos des enfants ouvrant les cadeaux que j'avais achetés. Des notes qu'elle m'avait écrites quand elle avait besoin d'aide et qu'Antoine travaillait tard. Elle voulait prétendre que j'étais dangereuse? Très bien. Je pouvais jouer l'étrangère qu'elle avait fait de moi. J'ai fermé le message et glissé le téléphone dans ma poche. Je n'ai pas dit tout de suite à Françoise. Je n'en avais pas besoin. Elle l'a vu sur mon visage quand je suis entrée dans la cuisine et que j'ai commencé à frotter la vaisselle comme si je ponçais du bois. « Elle attaque ?» a-t-elle demandé doucement. « Elle a peur », ai-je corrigé. Elle sait que quelque chose arrive. Elle ne sait juste pas à quel point c'est proche. Cette nuit-là, je me suis assise au bord du lit d'Ami, fixant le plafond comme je l'avais fait la première nuit où j'étais arrivée. Mais cette fois, je ne me sentais pas exilée. Je me sentais prête. Il pensait qu'il pouvait me faire honte jusqu'à ce que je disparaisse, que je serais trop embarrassée pour me battre, que je m'effacerais tranquillement dans la chambre d'amis de Françoise pendant qu'ils élèveraient leurs enfants dans ma maison, sous mon toit, sur mes souvenirs. Mais je n'allais nulle part. Mathilde pouvait menacer tout ce qu'elle voulait. J'avais vécu assez longtemps pour savoir que quand les gens arrêtent d'essayer de te manipuler avec de la gentillesse, ils essaient la peur ensuite. Et quand la peur ne marche pas, ils paniquent. Et quand ils paniquent, c'est là que je gagne. Antoine a appelé le lendemain. Contrairement au texto de Mathilde, son appel est venu sans avertissement. La sonnerie familière m'a surprise alors que j'arrosais les plantes de Françoise sur le porche avant. J'ai envisagé de le laisser aller sur la messagerie, mais quelque chose m'a dit de répondre. « Allô, Antoine ?» ai-je dit en gardant ma voix neutre. « Maman. » Il avait l'air épuisé. « On doit parler de ce préavis. Je crois que le préavis est assez clair. » ai-je répondu. « Tu as 30 jours pour quitter la propriété. »« Maman, allez. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est notre maison. » »« Non, Antoine. C'est ma maison. La maison dans laquelle je t'ai permis de vivre sous des conditions spécifiques. Des conditions que tu as violées. » Il a fait un bruit frustré. « C'est à cause de ce que j'ai dit au dîner ?» J'étais en colère. Je ne le pensais pas. « Tu m'as dit que je ne faisais plus partie de la famille et de sortir. » ai-je dit calmement. « Tu le pensais à ce moment-là, et maintenant tu fais face aux conséquences. On ne peut pas juste partir. »« Maman, où est-ce qu'on irait ?»« Et les enfants ? Tu as pensé à eux ? » Et voilà, les enfants. Exactement comme Roger l'avait prédit. Exactement comme je l'avais craint. « Je pense à Hugo et Léa tous les jours. » ai-je dit, ma voix s'adoucissant légèrement. Je me demande s'ils me manquent. Je me demande si tu leur as expliqué pourquoi j'ai soudainement disparu de leur vie. Silence à l'autre bout. Puis, ils te manquent vraiment. Hugo n'arrête pas de demander quand tu vas revenir. Mon cœur a eu mal, mais je me suis cuirassée. C'est à toi de lui expliquer, Antoine. C'est toi qui as fait le choix de me couper. Maintenant, c'est à toi d'expliquer pourquoi. Maman, s'il te plaît. On peut arranger ça. Peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas, te payer un loyer ou quelque chose. J'ai presque ri. Un loyer? Après m'avoir jeté de ma propre maison? Après que Mathilde m'a menacée d'une ordonnance restrictive pour avoir simplement passé devant la propriété dont je suis légalement propriétaire? Je ne crois pas, Antoine. Mathilde a fait quoi? Il avait l'air sincèrement surpris. Vérifie son téléphone. Le texto a été envoyé il y a 2 jours. Encore du silence. Puis, je ne savais pas pour ça. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, apparemment. Maman, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai surréagi cette nuit-là. C'était une journée stressante et je m'en suis pris à toi. C'était mal. Ses excuses avaient l'air sincères, mais c'était trop peu, trop tard. Oui, c'était mal. Et maintenant, nous en sommes là. Alors c'est ça? Tu vas vraiment expulser ton propre fils? Tes propres petits-enfants? Tu as expulsé ta propre mère, lui ai-je rappelé. Comment c'était, Antoine, de me regarder franchir cette porte sans nulle part où aller? Tu as bien dormi cette nuit-là? Il n'a pas répondu. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Le préavis reste. 30 jours, Antoine. Prends tes dispositions. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre, avant que les larmes qui menaçaient de couler puissent affecter ma résolution. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. D'un étrange mélange de tristesse et de force que je n'avais jamais ressenti auparavant. Françoise m'a trouvé sur le porche 1 heure plus tard, fixant encore les plantes que j'avais arrosées. Antoine a appelé, ai-je dit avant qu'elle puisse demander. Il a essayé l'angle des enfants. Il a dit que Hugo demandait de mes nouvelles. Françoise s'est assise à côté de moi, le visage pensif.
Tu le crois? J'ai considéré la question. Oui, cette partie au moins. Hugo et moi avons toujours été proches. J'ai soupiré. Ça rend les choses plus difficiles de savoir qu'il me manque. Ça devrait rendre les choses plus faciles, a contré Françoise. Tu te bats pour eux aussi, d'une certaine façon, pour leur sécurité future. Pour la vérité. Elle avait raison. Bien sûr. Si Antoine et Mathilde avaient des problèmes financiers assez graves pour risquer de perdre la maison, la stabilité des enfants était déjà compromise. J'amenais simplement la crise à son terme plus tôt que plus tard, et à mes conditions. J'espère juste qu'ils comprendront un jour. Ai-je dit doucement. Françoise m'a tapoté la main. Ils comprendront. Les enfants sont plus perspicaces qu'on ne leur en donne crédit. Ils voient la vérité même quand les adultes autour d'eux essaient de la cacher. Plus tard ce jour-là, j'ai reçu un email de Roger. La ligne d'objet disait simplement « Développement ». « Sylvie », commençait-il. J'ai été contactée par un conseiller juridique représentant Antoine et Mathilde. Ils demandent une réunion pour discuter d'arrangements alternatifs au préavis d'expulsion. Cela suggère qu'ils prennent la situation au sérieux, ce qui est bien. Cependant, soyez prête à ce qu'ils essaient de négocier des termes qui les avantagent, tout en ayant l'air de vous céder quelque chose. Je recommande que nous nous rencontrions pour discuter de notre stratégie avant de nous engager avec leur avocat. Êtes-vous disponible demain matin? Roger. J'ai répondu immédiatement pour confirmer la réunion. Ça avançait plus vite que je ne m'y attendais. Un avocat signifiait qu'ils étaient inquiets, mais cela signifiait aussi qu'ils se préparaient à riposter. Je devais être prête. Ce soir-là, j'ai rappelé Vanessa. « Tu as parlé à Mathilde récemment ?» ai-je demandé après avoir échangé les politesses. Oui, en fait. Elle a appelé hier pour me demander si elle pouvait m'emprunter de l'argent à nouveau. Quand j'ai demandé pourquoi, elle s'est mise sur la défensive et a raccroché. Elle a mentionné le préavis d'expulsion? Non. Vanessa avait l'air surprise. Quel préavis d'expulsion? J'ai expliqué brièvement. Vanessa a écouté dans un silence stupéfait. Waouh! A-t-elle finalement dit. Pas étonnant qu'elle cherche de l'argent. Mais pourquoi elle ne me le dirait pas? L'orgueil? Ai-je suggéré. Ou peut-être qu'elle est embarrassée. Ou peut-être qu'elle espère résoudre ça avant que qui que ce soit dans la famille ne l'apprenne. Ça ressemble à Mathilde, a acquiescé Vanessa. Elle a toujours été obsédée par les apparences. Nous avons parlé un peu plus longtemps, puis Vanessa a dit quelque chose qui m'a prise au dépourvu. Sylvie, est-ce que ce serait possible que j'amène les enfants te voir? Ils te manquent vraiment, et Mathilde n'a pas besoin de le savoir. J'ai hésité. Je ne veux pas te mettre dans une position difficile, Vanessa. Je suis déjà dans une position difficile, a-t-elle dit fermement. Ma sœur fait des choix terribles qui blessent ses enfants. J'ai un droit de visite un week-end par mois. Ce samedi, je pourrais les amener chez Françoise pour quelques heures. Qu'est-ce que tu en dis? La pensée de voir Hugo et Léa à nouveau a fait bondir mon cœur. Mais est-ce que ça compliquerait les procédures judiciaires? Est-ce que ça donnerait des munitions à Mathilde contre moi? D'un autre côté, les enfants méritaient de savoir que je ne les avais pas abandonnés. Ils méritaient une explication, aussi simplifiée soit-elle, de ce qui se passait. Oui, ai-je finalement dit. S'il te plaît, amène-les. Mais soyons prudentes sur ce que nous disons de la situation. Bien sûr, a acquiescé Vanessa. Je leur dirai juste qu'on rend visite à une amie. Ils seront tellement contents de te voir. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps à penser à ce que j'allais dire à mes petits-enfants. Comment explique-t-on à un enfant de 7 ans et une enfant de 4 ans que leurs parents ont fait des choix qui vont bouleverser leur vie? Comment les rassure-t-on sans faire de promesses qu'on ne peut pas tenir? Je n'avais pas encore de réponse, mais j'avais 3 jours pour trouver. 3 jours avant de revoir leur visage. Cette pensée me remplissait à la fois de joie et d'appréhension. La réunion avec Roger le lendemain matin a été productive mais dégrisante. Il a exposé les stratégies probables que l'avocat d'Antoine emploierait et m'a aidé à préparer des réponses. Ils vont proposer de vous racheter la maison à la valeur du marché, a-t-il prédit. Ils vont suggérer un accord de location formel. Ils pourraient même proposer de subdiviser la propriété. Refusez tout. On veut la réversion complète. Pas de compromis. Et s'ils mentionnent les enfants? Ai-je demandé. L'expression de Roger s'est légèrement adoucie. C'est la partie la plus difficile, n'est-ce pas? Mais souvenez-vous, Sylvie, vous ne prenez rien aux enfants. Vous réclamez ce qui vous appartient. Antoine et Mathilde ont des options. Ils ne sont pas dans la misère. Ils font juste face aux conséquences de leur choix. J'ai hoché la tête,
bien que le nœud dans mon estomac soit resté. « Et s'ils vont au tribunal ?»« Alors on va au tribunal, » a dit Roger simplement. « Et on gagne. La loi est de notre côté. La documentation est de notre côté. Même leur propre comportement est de notre côté. Nous avons passé l'heure suivante à revoir les documents, à pratiquer les réponses aux arguments probables et à renforcer notre position. Au moment où j'ai quitté son bureau, je me sentais plus confiante. Pas heureuse exactement, mais certaine d'être sur la bonne voie. Cette certitude a été testée le jour même quand j'ai reçu un email de l'avocat d'Antoine. C'était formel, poli et profondément manipulateur. Nos clients, monsieur, et Madame Antoine Dupont, estiment que cette action est injustifiée et profondément pénible. Ils demandent que vous retiriez le préavis et qu'à la place, vous initiez une médiation pour résoudre cette affaire avec sensibilité à l'unité familiale. M et Madame Dupont sont disposés à discuter d'une compensation équitable pour tout grief perçu. Sensibilité à l'unité familiale. Après que Mathilde s'était tenue là et m'avait regardé porter ma valise dehors comme une femme de ménage qu'on renvoie. Après qu'Antoine m'avait dit que je ne faisais plus partie de la famille. Maintenant, soudain, l'unité familiale comptait. J'ai transféré l'email à Roger sans commentaire. Il a répondu en quelques minutes. Nous refusons la médiation. Vous agissez dans le plein exercice de vos droits légaux en tant que titulaire partiel avec intérêt réversif. Qu'ils se préparent au tribunal s'ils souhaitent contester. Tribunal. Le mot me faisait encore me crisper l'estomac. Des procédures publiques. Le linge, sale de notre famille, exposé à tous. La trahison d'Antoine, la manipulation de Mathilde, mon expulsion de mon propre fils et de sa famille. Rien de tout ça n'était joli. Tout ça était douloureux. Mais j'étais allée trop loin pour reculer. Maintenant, la maison n'était plus seulement un bâtiment. C'était l'héritage de Marcel. C'était l'endroit où nous avions construit nos vies ensemble. C'était l'incarnation physique de notre histoire d'amour. Et je ne la laisserai pas être mise en gage, négligée ou me être enlevée. Ce soir-là, j'ai ouvert un nouveau journal et j'ai commencé à écrire. Pas pour le tribunal, pas pour preuve, mais pour moi-même. 21 avril, 9 jours avant l'échéance. Ils ont peur. Je pensais que je me sentirais petite, comme une vieille femme vengeresse qui n'a plus rien à perdre. Mais je me suis sentie stable. Je me suis sentie propre. Ils m'avaient poussée dehors et pensaient que je m'effondrerais. Mais j'avais gardé des traces. J'avais gardé ma voix. Et maintenant, j'utilisais les deux. Quand Françoise est entrée avec du thé, elle s'est arrêtée à côté de moi. « Ils se battent encore ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Ils vont perdre » a-t-elle dit simplement. Puis elle a embrassé le sommet de ma tête et est partie. Et je savais qu'elle avait raison. La loi était de mon côté. La maison était mienne. Et lentement, mon nom aussi redevenait le mien. Pas la mère d'Antoine, pas mamie Sylvie, pas la femme qui vivait ici avant. Juste Sylvie. Une femme qui réclamait son pouvoir. Un document à la fois. Samedi est arrivé, apportant avec lui une énergie nerveuse que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai passé la matinée à nettoyer la chambre d'amis déjà impeccable de Françoise, à arranger les peluches que j'avais achetées pour Hugo et Léa sur le lit, à faire des cookies aux pépites de chocolat, leur préféré. Françoise a regardé mes préparatifs frénétiques avec amusement. Ce sont des enfants, Sylvie, pas la reine d'Angleterre. Ils seront juste contents de te voir. Elle avait raison, bien sûr. Mais j'avais besoin de la distraction. Besoin de canaliser mon anxiété dans quelque chose de productif. Besoin d'avoir l'impression de préparer un foyer, aussi temporaire soit-il, pour mes petits-enfants. Vanessa est arrivée à midi pile, comme promis. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle aidait Hugo et Léa à sortir de la voiture. Hugo avait l'air plus grand que dans mon souvenir, ses cheveux noirs lui tombant dans les yeux, d'une façon qui me rappelait douloureusement Antoine au même âge. Léa serrait son lapin en peluche préféré, celui que je lui avais offert pour son 3e anniversaire. J'ai ouvert la porte avant qu'il n'arrive. Hugo m'a vu en premier. Ses yeux se sont écarquillés, puis tout son visage s'est illuminé. « Mamie !» a-t-il crié en se détachant de Vanessa et en courant vers moi. Je me suis agenouillée pour le rattraper alors qu'il se jetait dans mes bras. « Oh, mon doux garçon !» ai-je murmuré en le serrant fort. « Tu m'as tellement manqué. » Léa était plus prudente, restant en retrait près de Vanessa jusqu'à ce qu'elle soit sûre que c'était vraiment moi. Puis elle aussi s'est avancée, se déplaçant avec la dignité délibérée d'une princesse de 4 ans. « Bonjour, mamie !» a-t-elle dit solennellement en tendant son lapin pour inspection. « Pom-pom t'a manqué. »
Je me suis mise à sa hauteur. Pom-Pom m'a manqué aussi. Et tu m'as manqué encore plus. Elle a considéré cela, puis a hoché la tête et m'a laissé la serrer dans mes bras. Par-dessus son épaule, j'ai croisé le regard de Vanessa. Elle souriait. Mais il y avait aussi de l'inquiétude. Nous avons passé les heures suivantes dans une bulle de joie. Nous avons fait des biscuits. Nous avons lu des histoires. Nous avons construit un fort dans le salon de Françoise avec des draps et des dossiers de chaises. Hugo m'a montré ses derniers dessins. Léa a répété la nouvelle danse qu'elle avait apprise à l'école. C'était parfait et déchirant tout à la fois. Quand il a été temps pour eux de partir, Hugo est devenu sérieux. « Mamie ?» a-t-il dit, son petit visage plissé d'inquiétude. « Pourquoi tu ne viens plus à la maison? On a fait quelque chose de mal ?» La question m'a frappée comme un coup physique. J'ai jeté un coup d'œil à Vanessa, qui a légèrement secoué la tête. Un avertissement de ne pas en dire trop. « Non, mon cœur, ai-je dit prudemment. Tu n'as rien fait de mal. Les adultes ont parfois des désaccords. Et en ce moment, ton papa et moi essayons de régler certaines choses. Mais tu vas revenir, hein? A-t-il insisté. Tu vas revenir à la maison? À la maison? Ma maison. La maison qu'Antoine était maintenant légalement obligé de quitter dans 3 semaines. Les choses vont changer bientôt, ai-je dit en choisissant mes mots avec soin. Mais quoi qu'il arrive, je serai toujours ta mamie. Je t'aimerai toujours. Et nous trouverons toujours un moyen d'être ensemble. D'accord. Il a hoché la tête, pas entièrement satisfait, mais prêt à accepter ma réponse pour l'instant. Léa était plus simple. Elle m'a juste serré dans ses bras et a dit « Je t'aime, mamie » avant de sautiller vers la voiture de Vanessa. Après leur départ, je me suis assise sur le porche de Françoise et j'ai pleuré pour la première fois depuis des jours. Non pas de tristesse exactement, mais de la complexité écrasante de l'amour et de la perte et de la famille. Françoise m'a trouvée là alors que le soleil se couchait. Elle n'a pas parlé. Elle s'est juste assise à côté de moi et a posé sa main sur la mienne. « Ils sont si précieux », ai-je finalement dit. « Et ils ne comprennent rien à tout ça. »« Ils comprennent plus que tu ne le penses », a répondu Françoise. « Les enfants comprennent toujours. J'ai peur de leur faire du mal. » Tu n'es pas celle qui leur fait du mal, Sylvie. Souviens-toi de ça. Tu essaies de créer de la stabilité dans une situation qu'Antoine et Mathilde ont rendue instable. J'ai hoché la tête, m'accrochant à ses paroles comme à une bouée de sauvetage. Quoi qu'il arrive ensuite, je garderai les enfants au centre de mes pensées. Ils méritaient mieux que ce que leurs parents leur donnaient. Ils méritaient la vérité, même quand c'était difficile. Ils méritaient un foyer construit sur l'amour, pas sur des dettes et des secrets. Et si récupérer ma maison signifiait temporairement bouleverser leur vie, je m'assurerais qu'ils atterrissent quelque part en sécurité, quelque part où ils pourraient s'épanouir, quelque part où leur grand-mère pourrait encore leur faire des cookies et leur lire des histoires et leur rappeler qu'ils étaient aimés. La semaine suivante allait apporter l'affrontement pour lequel je m'étais préparée. Antoine et Mathilde contre moi, avec Roger à mes côtés. Mais aujourd'hui m'avait rappelé pourquoi je me battais vraiment. Pas seulement pour des briques et du mortier, mais pour l'avenir. L'avenir d'Hugo, l'avenir de Léa et le mien. Le tribunal était plus froid que je ne m'y attendais. Pas la température, le ton. Aucune chaleur familiale, aucune seconde chance. Juste le bourdonnement sourd des lumières fluorescentes et le froissement des papiers sur des bureaux en chaîne. Le genre d'endroit où la vérité n'a pas besoin de larmes pour être réelle. Je suis arrivée en avance, vêtue d'un tailleur bleu marine que je n'avais pas porté depuis les funérailles de Marcel. Françoise avait insisté pour me conduire, attendant dans le couloir pendant que Roger et moi passions en revue notre stratégie une dernière fois. « Souvenez-vous » a-t-il dit à voix basse. « Ils vont essayer de rendre ça émotionnel. Ils vont essayer de vous peindre comme vindicative. Ne mordez pas à l'hameçon. On s'en tient aux faits. La clause de réversion, la négligence documentée, votre expulsion légale des lieux. » J'ai hoché la tête, lissant des plis invisibles sur ma jupe. « Et s'ils parlent des enfants? Ils le feront, » a dit Roger simplement. C'est leur argument émotionnel le plus fort. Mais juridiquement, c'est sans importance. Le juge le saura. Et le texto de Mathilde, la menace d'ordonnance restrictive? On l'introduira s'ils essaient de prétendre au harcèlement ou à une quelconque forme d'intimidation de votre part. Sinon, on le laisse parler de lui-même dans notre documentation. En entrant dans la salle d'audience, j'ai immédiatement repéré Antoine. Il était assis 2 tables plus loin, les épaules voûtées, la cravate de travers.
Son avocat, un homme à l'allure lisse avec des cheveux argentés et un costume coûteux, arrangeait des papiers avec une efficacité professionnelle. Mathilde n'était pas là. Cela en disait assez. « Où est sa femme ?» a murmuré Roger alors que nous prenions place. « Probablement incapable de me faire face », ai-je répondu. « Ou peut-être incapable de faire face à la vérité. » L'huissier a appelé la cour à l'ordre et la juge Eliane Mercier est entrée. Une femme à l'air sévère dans la soixantaine, avec des yeux perçants, qui semblaient ne rien manquer. Elle a brièvement examiné le dossier, puis a levé les yeux. « Affaire Dupont contre Dupont ?» a-t-elle dit. « Litige immobilier impliquant la réversion d'un acte. Commençons. » L'avocat d'Antoine s'est levé le premier. « Madame la juge, cette affaire représente un malheureux désaccord familial qui a escaladé inutilement. Mon client, Monsieur Antoine Dupont, a reçu cette propriété de sa mère en don. Maintenant, suite à une altercation verbale mineure, Madame Dupont tente de récupérer la propriété, déplaçant son propre fils et ses petits-enfants. J'ai senti ma tension artérielle monter, mais j'ai gardé mon visage neutre. Une altercation verbale mineure. C'est comme ça qu'ils appellent ça? Le transfert de l'acte, a-t-il continué, était destiné à être permanent. Monsieur Dupont a investi des ressources significatives dans la propriété et l'a établie comme son foyer familial. Cette action de Madame Dupont est vindicative et ne sert aucun autre but que de punir son fils pour un moment d'égarement. La juge Mercier a hoché la tête, prenant des notes. Et la clause de réversion clairement stipulée dans l'acte? L'avocat d'Antoine a hésité. Nous soutenons que mon client n'était pas pleinement informé des implications de cette clause. Il comprenait que c'était une formalité, pas un mécanisme qui pouvait être déclenché par un désaccord familial. Maintenant, c'était au tour de Roger. Il a posé les documents devant la juge, comme s'il déposait une épée. « Calme, certain. »« Madame la juge, a-t-il dit, nous soumettons que ma cliente a conservé la propriété légale en vertu de la clause de réversion clairement stipulée dans l'acte. Ces termes ont été convenus au moment du transfert et sont maintenant appliqués en raison de conditions de négligence, d'abandon et d'expulsion injustifiées. » Il a exposé les preuves pièce par pièce. La clause de réversion paraphée par Antoine lui-même, les photos de la détérioration de la propriété, les textos de Mathilde, la lettre de refus de la banque citant des problèmes de titre, mon affidavit écrit relatant la nuit où on m'avait dit « tu ne fais plus partie de cette famille ». L'avocat d'Antoine a essayé d'objecter, prétendant que c'était une affaire familiale, que le transfert était destiné à être permanent, que je réagissais excessivement. Roger n'a même pas bronché. Si le défendeur croyait que c'était permanent, a-t-il dit, pourquoi a-t-il signé une clause qui stipule spécifiquement le contraire? Ce n'est pas une question de famille, c'est une question de propriété légale. Antoine ne m'a pas regardé. Pas une seule fois. Il était assis là, les yeux fixés sur la table, alors que la juge feuilletait les papiers. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai pu entendre quelqu'un tousser dans le couloir. Finalement, la juge Mercier a parlé. En examinant cet acte, je ne vois aucune ambiguïté dans la clause. La propriété était conditionnelle. Cette condition a été rompue. Elle a fait une pause, regardant directement Antoine. « Monsieur Dupont, vous n'êtes pas propriétaire de cette maison. » Ça m'a frappé d'un coup. Le marteau n'était même pas encore tombé, mais les mots sonnaient définitifs. Elle a continué. « Vous avez par la présente l'ordre de quitter la propriété dans les 15 jours. Le non-respect entraînera une expulsion forcée et des dommages-intérêts supplémentaires. 15 jours. C'est tout ce qu'il leur restait. » Antoine n'a pas parlé. Il n'a pas discuté. Il avait l'air creux, comme si le vent était sorti de lui. Alors que je me levais pour partir, j'ai aperçu un coup d'œil de lui du coin de l'œil, affalé sur sa chaise, fixant des mains qui avaient autrefois été douces et enfantines dans les miennes. Il ressemblait à nouveau à un garçon. Un garçon perdu, mais je ne suis pas allée vers lui. Pas cette fois. Dehors, le soleil était chaud et étrange, presque irrespectueux après une salle si froide. Roger marchait à côté de moi en descendant les marches du palais de justice, sa mallette à la main, le visage indéchiffrable. « Vous l'avez fait », a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête, mais ça ne ressemblait pas à une victoire. Pas entièrement. Ça ressemblait à de la survie, comme se réveiller après une opération. Marqué, mais respirant. Françoise attendait dans la voiture, son visage anxieux jusqu'à ce qu'elle voie mon expression. « C'est fini ?»« C'est fini », ai-je confirmé en glissant sur le siège passager.
15 jours. Elle a serré ma main. Comment tu te sens? J'ai regardé par la fenêtre vers le palais de justice, solide et immuable derrière nous. Je ne sais pas encore. Ce soir-là, Françoise m'a versé un verre de vin rouge et a dit à la fin de quelque chose. J'ai levé le mien, les yeux stables. Non, au commencement. Je me suis assise sur son porche longtemps après qu'elle soit allée se coucher, écoutant le bruissement des feuilles, le doux gémissement du vieux bois sous ma chaise. La maison était à nouveau mienne, et maintenant la porte se refermait enfin sur les personnes qui pensaient pouvoir me posséder sans m'aimer. Mais alors que j'étais assise là, regardant la lune se lever sur le jardin de Françoise, j'ai réalisé que je ne ressentais aucun triomphe, aucune vengeance. Juste une certitude tranquille que j'avais fait ce qui était nécessaire. Pour moi, pour la mémoire de Marcel. Et oui, même pour Hugo et Léa, qui méritaient mieux que de grandir dans une maison construite sur la tromperie. Demain apporterait de nouveaux défis. Les questions pratiques de récupérer une maison, le décompte émotionnel de ce qui avait été perdu. Mais ce soir, je me suis permis simplement d'être une femme qui avait tenu bon, une mère qui avait choisi la vérité plutôt que l'apaisement, une grand-mère qui trouverait un moyen de protéger les enfants qu'elle aimait, même si cela signifiait bouleverser leur monde pour un temps. Le message est arrivé exactement 7 jours plus tard. Pas de Mathilde, d'Antoine. Un simple texto, pas de salutation, pas de ponctuation. Je suis désolée. C'était tout. Je l'ai fixé longtemps. Mon pouce planait au-dessus de l'écran. Pas pour répondre. Je n'étais pas naïve, mais juste pour l'absorber. Je me suis laissé ressentir tout ce qui avait besoin de monter. Mais rien n'est venu. Pas de colère, pas de soulagement, juste du vide. Au moment où ce texto est arrivé, j'avais déjà appris le reste par une voisine qui parlait encore à Françoise. Mathilde était partie. Elle avait fait ses valises avec les enfants et était partie le jour même où le jugement était tombé. Elle avait pris ses affaires et pas grand-chose d'autre. Pas d'adresse de réexpédition, juste un départ silencieux. Pas d'au revoir. Apparemment, elle était restée pour la maison, pour la sécurité, pour l'héritage qu'elle pensait être le sien. Une fois le titre disparu, son amour aussi avait disparu. Antoine était seul maintenant. Je n'ai pas jubilé, je n'ai pas souri. J'ai juste pris rendez-vous avec le serrurier. Il est venu ce vendredi matin, un homme petit aux yeux gentils et à l'haleine de café. Il m'a salué comme n'importe quel autre travail. « Vous emménagez dans un nouvel endroit ?» a-t-il demandé nonchalamment en tirant sur l'ancienne serrure. « Non », ai-je dit en le regardant travailler. « Je reviens juste dans un ancien. » Il lui a fallu 12 minutes pour changer toutes les serrures. Quand il m'a tendu le nouveau jeu de clés, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je les ai juste tenues dans ma paume comme quelque chose de sacré. Du métal froid, solide. J'ai fait le tour de l'extérieur de la maison une fois avant d'entrer. Le jardin avant était pire qu'avant. Les mauvaises herbes étouffaient les derniers hortensias de Marcel. La pelouse était pelée par endroits, comme si elle avait abandonné elle aussi. Mais je pouvais arranger ça. Avec le temps, je le ferai. J'ai monté les marches du perron, j'ai appuyé la nouvelle clé dans la serrure et je l'ai tournée. Elle s'est ouverte avec un son si doux que je l'ai presque manqué. À l'intérieur, l'air était moisi et renfermé. Les rideaux étaient tirés serrés. Les sols n'avaient pas été balayés depuis des semaines. Des jouets et de la vaisselle éparpillés, comme si quelqu'un avait été interrompu en pleine vie. Mais ce n'était plus leur place à finir. J'ai marché lentement, une pièce puis la suivante. Mes pieds se souvenaient des craquements du parquet. Mes yeux sont allés au mur où Hugo avait autrefois dessiné avec des crayons. Ils avaient peint par-dessus, négligemment. Mais je pouvais encore voir le contour d'un soleil avec un visage souriant. Je l'ai touché avec 2 doigts. Brièvement, cet après-midi-là, j'ai changé le linge de lit dans mon ancienne chambre. J'ai ouvert chaque fenêtre. J'ai sorti les poubelles. J'ai plié ce qui restait de leur linge et je l'ai placé dans une boîte près de la porte d'entrée avec un mot. Je ne garderai pas ce qui ne m'appartient pas. Et cela les incluait. Quand je suis partie ce soir-là, juste pour une nuit, pour laisser la maison respirer, j'ai verrouillé la porte derrière moi avec les nouvelles clés. Antoine n'a jamais répondu au jugement du tribunal. Il n'a jamais demandé de délai. Il n'est même jamais venu chercher la boîte. Mais ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le silence qui a suivi. Un silence sans tension, sans culpabilité. Un silence qui signifiait la liberté. Je suis retournée dans la maison 2 jours plus tard. Seule cette fois. Pour de bon.
Pas de Françoise attendant dehors. Pas de serrurier bricolant les serrures. Pas Dieu me regardant de derrière les rideaux. Juste moi, la clé et le silence. Le couloir d'entrée sentait encore faiblement l'heure désodorisant. Agrumes artificiels et quelque chose de musqué que Mathilde devait penser élégant. J'ai ouvert chaque fenêtre à nouveau, laissé la brise chasser le renfermé. Et puis je me suis tenue là, au milieu de la maison, et j'ai attendu que le chagrin vienne. Il n'est pas venu. Je pensais que je pourrais m'effondrer quand j'ai touché le mur où les soleils au crayon d'Hugo avaient autrefois vécu. Je pensais que je sangloterais en passant devant l'îlot de cuisine où j'avais appris à Léa comment casser des œufs sans mettre de coquilles dans la pâte. Mais tout ce que j'ai ressenti était de la stabilité. Pas de la dureté, pas de l'engourdissement. Juste de la stabilité. Parce que ce n'était plus leur maison. Et ce n'était pas une boîte à souvenirs figée dans le temps. C'était à nouveau la mienne. Le bon, le mauvais, le bois abîmé et le radiateur têtu, et le clou à photo dépassant encore de la moulure du couloir. Tout cela. J'ai déballé une seule boîte ce soir-là. Juste une. Celle marquée Marcel Cuisine. À l'intérieur se trouvait son vieux tablier, le bleu décoloré avec Roi du barbecue, écrit sur le devant en lettres craquelées. Il le portait même quand on faisait juste des œufs brouillés. Il disait que ça lui donnait l'impression de faire quelque chose d'important. Je l'ai accroché au crochet près de la porte de derrière, exactement là où il était avant. Puis j'ai ouvert le tiroir à couvert. Vide. J'ai souri. Je suis allée au placard du couloir et j'ai sorti le service de rechange que j'avais gardé caché pendant des années. Rangé dans une boîte à chaussures derrière une vieille couette. La boîte sentait encore le cèdre et l'huile de citron. Je l'ai glissée dans le tiroir. Une pièce à la fois. C'était comme mettre la table pour moi-même. Pas d'invité, pas de représentation, pas de demander l'amour en échange de nourriture. Juste un tiroir, juste une femme, juste un foyer. Plus tard ce soir-là, je me suis assise sur le porche arrière avec une tasse de café et j'ai écouté la maison se poser. Les craquements étaient les mêmes. Le vent passait à travers la porte moustiquaire comme il l'avait toujours fait. Quelque part à proximité, un chien a aboyé. Une voiture est passée. La vie ne s'est arrêtée pour rien de tout ça. Je pensais que je me sentirais seule. Et d'une certaine façon, c'était le cas. Mais c'était une solitude propre, le genre qui ne fait pas mal, le genre qui fait de la place. J'ai pensé au dernier message d'Antoine. Je suis désolée. 3 mots envoyés trop tard. Envoyés quand il n'y avait plus rien à prendre. Il n'était pas revenu pour la boîte. Je l'ai donné à Françoise. À elle de décider quoi en faire. Quant à Mathilde, elle n'a jamais refait surface. Elle n'a jamais appelé, jamais même demandé ce qui était arrivé à la maison qu'elle avait autrefois traitée comme un trophée. Ce silence m'a tout dit. J'ai fini mon café et je suis rentrée. Le parquet a gémi sous mes pas, familier et indulgent. J'ai éteint les lumières une par une. Cette maison ne semblait plus hantée, elle semblait récupérée. Et moi aussi. 1 mois plus tard, j'étais agenouillée dans le jardin avant, arrachant les mauvaises herbes qui avaient étranglé les hortensias bien-aimées de Marcel. Le soleil de mai réchauffait mon dos alors que je travaillais, ameublissant soigneusement la terre autour des plantes survivantes. Il refleurirait avec des soins, tout comme moi. J'avais passé les semaines précédentes à récupérer la maison pièce par pièce, récurant les murs, réparant ce qui était cassé, remplaçant ce qui ne pouvait pas être réparé. J'avais peint la cuisine d'un jaune chaud que Marcel avait toujours aimé. J'avais accroché de nouveaux rideaux dans le salon. J'avais poncé les rayures du parquet et les avais cirées jusqu'à ce qu'elles brillent. C'était un travail dur, physiquement exigeant pour une femme de mon âge. Mais chaque courbature, chaque ampoule ressemblait à un insigne d'honneur. C'était ma maison, et je lui rendais la vie. Françoise aidait quand elle le pouvait, venant avec de la limonade maison et des sandwichs. « Tu travailles au trop dur !» disait-elle, même en retroussant ses manches pour m'aider à déplacer des meubles. « Ça fait du bien !» répondais-je, et c'était vrai. Chaque clou que j'enfonçais, chaque étagère que j'accrochais, chaque placard que j'organisais était un acte de récupération. Roger passait occasionnellement pour prendre de mes nouvelles. Il m'a apporté un cadeau de pendaison de crémaillère, un beau carillon pour le porche arrière. « J'ai pensé que tu aimerais quelque chose de nouveau, » a-t-il dit. « Quelque chose qui n'appartient qu'à toi. » Je l'ai accroché ce soir-là, écoutant sa douce mélodie tandis que la brise se levait. C'était un geste gentil, plus personnel que notre relation professionnelle ne l'avait été. Je me suis demandé si, dans une autre vie,
Il aurait pu y avoir quelque chose de plus là. Mais pour l'instant, j'étais contente d'être seule avec ma maison et mes souvenirs. Vanessa appelait régulièrement, me donnant des nouvelles d'Hugo et Léa. Mathilde les avait emmenés chez ses parents dans le sud de la France, m'a-t-elle dit. Ils vivaient là-bas pendant qu'elle réglait les choses. « Tu as eu des nouvelles d'Antoine » a-t-elle demandé pendant l'un de nos appels. « Non, ai-je dit. Pas depuis son texto ? Il est toujours en ville, a-t-elle dit. Il vit dans un appartement au centre-ville. Il a l'air terrible. Je n'ai pas répondu à ça. Je n'arrivais pas à trouver en moi de la compassion pour lui. Pas encore. Mais mes petits-enfants me manquaient désespérément. Les enfants demandent de tes nouvelles, a continué Vanessa. Hugo voulait que je t'envoie ça. Elle m'a envoyé une photo d'un dessin au crayon. Une maison avec un soleil souriant au-dessus et 3 personnages dehors, un grand et 2 petits. Mon cœur s'est serré. J'ai sauvegardé l'image et je l'ai fait imprimer et encadrer le jour même. Le temps s'est réchauffé alors que mai devenait juin. J'ai établi une nouvelle routine. Café du matin sur le porche arrière. Jardinage jusqu'à ce que la chaleur devienne trop forte. Déjeuner avec Françoise ou parfois seule avec un livre. Après-midi passé aux améliorations de la maison ou à la pâtisserie ou simplement assise dans le silence que j'avais appris à chérir. J'étais en train de tailler des rosiers un samedi quand j'ai entendu une voiture s'engager dans l'allée. Pas Françoise. Elle rendait visite à sa fille à Lyon ce week-end. Passe Roger. Nos affaires juridiques étaient conclues. J'ai posé mon sécateur et j'ai fait le tour de la maison, me protégeant les yeux du soleil. Antoine se tenait là, les mains dans les poches, regardant la maison comme s'il la voyait pour la première fois. Il avait perdu du poids. Ses vêtements pendaient lâchement sur sa silhouette et son visage avait une maigreur que je ne reconnaissais pas. Il s'est retourné quand il a entendu mes pas sur le gravier. « Maman » a-t-il dit, sa voix se brisant légèrement. « Le jardin est beau. Tu as beaucoup travaillé. » Je n'ai pas couru vers lui. Je n'ai pas crié. Je suis simplement restée là, attendant. Il avait besoin d'attention, ai-je dit. Comme beaucoup de choses. Je vois ça maintenant, a-t-il dit doucement. Je n'ai pas tout de suite invité à entrer. Nous sommes restés là dans l'allée, le soleil nous frappant tous les deux, le silence s'étirant entre nous comme une chose vivante. Mathilde est partie, a-t-il dit finalement. Elle a pris les enfants chez ses parents, dans le sud. Je sais. Vanessa me l'a dit. Il a semblé surpris. Toi et Vanessa, vous vous parlez? Oui. Elle m'apporte des dessins d'Hugo. Il a dégluti difficilement. Je ne savais pas ça. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, Antoine. Il a hoché la tête, acceptant la critique. Je mérite ça. J'ai soupiré, soudain fatigué. Pas en colère, juste lasse de rester debout dans la chaleur, ressassant la douleur. Pourquoi es-tu là? Je voulais voir la maison, a-t-il dit. Puis plus honnêtement, je voulais te voir, pour m'excuser correctement, pas par texto. J'ai étudié son visage, cherchant les tactiques manipulatrices dont Roger m'avait averti. Mais tout ce que j'ai vu était de l'épuisement et du regret. Pas le remords calculé de quelqu'un qui essaie d'obtenir quelque chose, mais le véritable chagrin de quelqu'un qui a tout perdu et qui sait que c'est de sa faute. « Tu veux entrer ?» ai-je finalement demandé. « Je viens de faire de la limonade. » Il a levé les yeux, surpris. « Oui, » a-t-il dit doucement. « J'aimerais bien. » Nous nous sommes assis dans la cuisine à la table où notre famille s'était réunie d'innombrables fois auparavant. Les murs jaunes semblaient retenir la lumière du soleil, rendant la pièce plus chaude, plus accueillante qu'elle ne l'avait été sous le design gris et froid de Mathilde. « Tu as changé des choses, » a dit Antoine en regardant autour de lui. « J'ai restauré des choses, » ai-je corrigé gentiment. « Comme elles étaient. » Comme elles devraient être. Il a hoché la tête, tournant le verre de limonade dans ses mains. « Maman, je suis tellement désolée. Ce que j'ai dit cette nuit-là, » il s'est tu, incapable de trouver des mots adéquats à la trahison. « Tu m'as dit que je ne faisais plus partie de la famille, » ai-je dit, le nommant pour lui. « Tu m'as jeté de ma propre maison. » Oui. Il n'a pas essayé d'adoucir ou d'expliquer. Et il n'y a aucune excuse pour ça. Aucune. Pourquoi? Ai-je demandé simplement. C'était la question qui m'avait hantée pendant des mois. Antoine a posé son verre et s'est frotté le visage à 2 mains. « Je me noyais, » a-t-il finalement dit. Mathilde et moi, on se disputait constamment. Le refinancement échouait. On était endettés jusqu'au cou à cause de ses dépenses. Les enfants faisaient des bêtises parce qu'ils sentaient la tension. Il m'a regardé, les yeux rougis.
Et puis, tu as fait ce commentaire sur les enfants et j'ai juste explosé. Toute la pression, toute la peur, tout l'échec. Je l'ai retourné contre toi parce que tu étais en sécurité. Parce que je savais que tu m'aimerais toujours quoi qu'il arrive. L'ironie ne m'a pas échappé. Alors tu m'as blessé parce que tu savais que je t'aimerais toujours. Oui, a-t-il admis. C'est horrible. C'est inexcusable. Mais c'est la vérité. J'ai pris une gorgée de ma limonade, laissant le goût acidulé sucré laver la sécheresse dans ma gorge. Et Mathilde, ce petit sourire que j'ai vu? Le visage d'Antoine s'est assombri. Elle essayait de te pousser dehors depuis des années. Elle disait que tu étais trop impliquée, trop d'opinions. Elle voulait la maison pour elle seule, voulait tout rénover, rendre ça moderne. Il a fait des guillemets avec ses doigts autour du mot. Quand j'ai explosé contre toi, elle a vu ça comme une victoire. Et maintenant, elle est partie. Dès que le jugement du tribunal est tombé, elle n'a même pas attendu que je rentre à la maison. Elle a juste fait les valises des enfants et laissé un mot disant qu'elle allait chez ses parents. Il a ri, un son creux. Il s'avère que la maison était la seule chose qu'elle voulait garder. J'ai ressenti une pointe inattendue de sympathie pour mon fils. Pas assez pour effacer ce qu'il avait fait, mais assez pour le voir comme humain à nouveau. Défaillant, brisé, mais humain. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas, » a-t-il admis. « Essayer de voir les enfants, remettre mes finances en ordre, trouver un endroit qui ressemble à un foyer à nouveau. » J'ai hoché la tête, ne faisant aucune promesse, n'offrant pas de solution. C'était son voyage maintenant. « Et toi, maman? Est-ce que tu vas bien ici toute seule ?» J'ai regardé autour de la cuisine, les murs jaunes chauds, le tablier de Marcel suspendu près de la porte, la lumière du soleil entrant par les fenêtres que j'avais nettoyées moi-même. « Je ne suis pas toute seule, » ai-je dit. « J'ai cette maison. » J'ai le souvenir de Marcel. J'ai Françoise et, étonnamment, Vanessa. J'ai une vie que je reconstruis, à mes conditions. Antoine a hoché la tête, ses yeux se remplissant de larmes qu'il a vite chassées en clignant. « Je suis content, » a-t-il dit. « Tu mérites ça. » Nous avons parlé encore 1 heure. Pas de réconciliation ni d'avenir, mais de choses simples. Le jardin, la météo, le livre que je lisais. Ce n'était pas du pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Quand il s'est levé pour partir, il a hésité près de la porte. Est-ce que je pourrais? Est-ce que ce serait acceptable si je revenais de temps en temps? J'y ai réfléchi, pesant le risque de le laisser revenir dans ma vie contre le coup de le fermer complètement. Oui, ai-je finalement dit. Mais pas tout de suite, j'ai besoin de plus de temps. Je comprends, a-t-il dit, et je l'ai cru. Je l'ai regardé depuis le porche alors qu'il partait, ressentant un étrange mélange d'émotions. De la tristesse pour ce qui avait été perdu, de la prudence pour ce qui pourrait venir, mais aussi un espoir tranquille que peut-être nous pourrions un jour construire quelque chose de nouveau, des cendres de ce qui avait brûlé. Ce soir-là, j'ai appelé Vanessa. « Antoine est passé aujourd'hui », lui ai-je dit. « Vraiment? Comment c'était? » « Compliqué, » ai-je dit honnêtement, mais nécessaire, je pense. Elle est restée silencieuse un moment. « Les enfants te manquent vraiment, Sylvie. » Mathilde ne l'admettra pas, mais il pleure pour toi la nuit. Surtout Hugo. Mon cœur a eu mal. Il me manque aussi, plus que je ne peux le dire. Et si? Elle a hésité. Et si je te les amenais? Pas tout de suite, mais peut-être dans quelques semaines. Les parents de Mathilde prévoient une croisière en juillet. Elles parlent de me laisser les enfants pendant leur absence. La pensée de revoir Hugo et Léa a fait bondir mon cœur. Tu penses qu'elle serait d'accord? Ce qu'elle ne sait pas ne lui fera pas de mal, a dit Vanessa avec une pointe d'acier dans la voix. Ces enfants ont besoin de leur grand-mère. Et tu as besoin d'eux. Nous avons fait des plans provisoires. Rien de définitif, mais une possibilité. Un espoir. C'était suffisant pour l'instant. Après avoir raccroché, je suis allée sur le porche arrière et je me suis assise dans le vieux fauteuil à bascule que Marcel avait fabriqué quand Antoine était né. La soirée était chaude, l'air lourd du parfum des roses. Mon carillon chantait doucement dans la brise. J'ai pensé aux mois qui avaient passé depuis ce dîner fatidique. La douleur, le combat, la victoire qui semblait creuse jusqu'à ce que je la remplisse de ma propre force. J'ai pensé à Antoine, brisé et plein de remords. À Mathilde, froide et calculatrice. À Hugo et Léa, innocents et confus. Et j'ai pensé à moi-même. Pas seulement comme la mère d'Antoine ou la grand-mère d'Hugo et Léa, mais comme Sylvie. Une femme qui avait fait face à la trahison et en était sortie plus forte.
Une femme qui avait récupéré non seulement sa maison, mais sa dignité. Le chemin à venir n'était pas encore clair. Des relations avaient été brisées, la confiance avait été anéantie. Mais assise là, dans le crépuscule qui s'installait, écoutant les sons familiers de mon foyer, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas espéré retrouver. J'avais survécu, je m'étais battue, j'avais gagné, et maintenant, j'allais reconstruire. Pas seulement des murs et des jardins, mais des liens et des limites. À mes conditions, avec ma force, en mon temps. Le carillon a chanté à nouveau, une douce mélodie qui semblait dire « ceci n'est que le début ». Le meilleur reste à venir. J'ai souri et me suis balancée doucement dans le fauteuil de Marcel, regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel crépusculaire. « Tu avais raison, Marcel », ai-je murmuré. Les gens changent, mais moi aussi. Et dans ce moment tranquille d'acceptation, j'ai trouvé non seulement la restauration, mais la renaissance. Les semaines suivantes ont apporté une transformation continue. Chaque jour, je me réveillais dans ma propre chambre, dans ma propre maison, et je ressentais cette certitude tranquille que j'étais exactement là où je devais être. Le jardin refleurissait sous mes soins attentifs. Les hortensias de Marcel, que j'avais cru perdues, ont commencé à montrer de nouvelles pousses. Les rosiers que j'avais taillés avec amour produisaient maintenant des boutons prometteurs. Même la pelouse, autrefois pelée et négligée, retrouvait sa verdure d'antan. Je passais mes matinées dans le jardin, mes après-midi à ranger et à restaurer l'intérieur de la maison. Chaque pièce retrouvait son âme, sa chaleur. J'ai retrouvé des photos de famille que Mathilde avait reléguées dans des boîtes au grenier. Je les ai accrochées au mur, créant une galerie de souvenirs. Marcel et moi le jour de notre mariage. Antoine bébé dans mes bras. Les premières photos d'Hugo et de Léa. Ces images me rappelaient pourquoi je m'étais battue et pourquoi je continuerais à me battre. Françoise venait souvent, parfois juste pour prendre le café, parfois pour m'aider avec des tâches plus lourdes. Un après-midi, alors que nous peignions ensemble les volets du salon, elle m'a demandé si j'avais des regrets. « Des regrets ?» ai-je répondu en trempant mon pinceau dans la peinture bleu Provence que j'avais choisie. « À propos de quoi ?»« De tout ça. La façon dont les choses se sont passées. » J'ai réfléchi un moment, regardant le bleu vif qui séchait au soleil. « Non, ai-je finalement dit. Pas de regrets. De la tristesse, oui. De la douleur, certainement. Mais pas de regrets. J'ai fait ce que je devais faire. » Elle a hoché la tête, satisfaite de ma réponse. Nous avons continué à peindre en silence, le soleil réchauffant nos épaules, le parfum de la peinture fraîche se mêlant à celui des roses du jardin. C'était un moment de paix simple, le genre que j'avais appris à chérir. Roger est passé un soir de juin, apportant une bouteille de champagne. « Pour célébrer, a-t-il dit, la conclusion officielle de votre affaire. » Nous nous sommes assis sur le porche arrière, regardant le soleil se coucher derrière les arbres. Le carillon chantait doucement, accompagnant notre conversation. « Comment vous sentez-vous maintenant que tout est terminé ?» a-t-il demandé. « Je me sens libre, » ai-je répondu après réflexion. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment libre. Il a souri, un sourire chaleureux qui adoucissait ses traits habituellement sérieux. « Vous le méritez, Sylvie. Vous avez fait preuve d'un courage remarquable. » « Ce n'était pas du courage, » ai-je dit. C'était de la survie. Et de l'amour. L'amour pour cette maison, pour la mémoire de Marcel, pour mes petits-enfants. « C'est peut-être la même chose, » a-t-il suggéré. Nous avons parlé longtemps ce soir-là. Pas seulement de l'affaire, mais de la vie, de la perte, de la reconstruction. Quand il est parti, j'ai ressenti une gratitude profonde. Non seulement pour son aide professionnelle, mais pour son amitié, pour sa présence constante pendant les moments les plus difficiles. Juillet est arrivé avec la chaleur de l'été et la promesse d'une visite. Vanessa m'a appelé pour confirmer que les parents de Mathilde partaient bien en croisière et qu'elle aurait les enfants pendant 2 semaines. « Ils arrivent samedi », a-t-elle dit, l'excitation évidente dans sa voix. « Je les amènerai dimanche après-midi, si ça te convient. »« Ça me convient parfaitement, » ai-je répondu, le cœur battant d'anticipation. J'ai passé la semaine à préparer. J'ai nettoyé la chambre d'amis et y ai installé des jouets et des livres pour les enfants. J'ai cuisiné leurs plats préférés. J'ai même préparé un gâteau au chocolat, celui qu'Hugo adorait depuis toujours. Quand dimanche est arrivé, j'ai attendu sur le porche, le cœur battant comme celui d'une jeune fille à son premier rendez-vous. Quand la voiture de Vanessa s'est engagée dans l'allée, j'ai retenu mon souffle. Hugo est sorti le premier,
ses yeux s'écarquillant quand il m'a vue. Puis un sourire immense a illuminé son visage. « Mamie !» a-t-il crié en courant vers moi. Il a sauté dans mes bras avec une telle force que j'ai failli perdre l'équilibre. Je l'ai serré fort, respirant son odeur d'enfant, de savon et de soleil. « Tu m'as tellement manqué, mon cœur !» ai-je murmuré. « Toi aussi, mamie !» a-t-il dit, sa voix étouffée contre mon épaule. « Pourquoi tu es partie si longtemps ?»« Je ne suis pas partie, » ai-je dit doucement. J'étais toujours là, juste un peu plus loin, pendant un temps. Léa est arrivée ensuite, marchant avec cette dignité délibérée que je lui connaissais. Elle portait une nouvelle robe d'été et tenait toujours son lapin Pom-Pom. « Mamie » a-t-elle dit solennellement en me tendant le lapin. « Pom-Pom a dit qu'il voulait voir ta maison. » J'ai pris le lapin avec tout le sérieux qu'une enfant de 4 ans attendait. « Eh bien, Pom-Pom est le bienvenu. Et toi aussi, ma chérie. » Elle a hoché la tête, apparemment satisfaite, et m'a laissé la prendre dans mes bras. Nous avons passé l'après-midi ensemble, les enfants, Vanessa et moi. Nous avons exploré le jardin, où Hugo a été ravi de voir les hortensias refleurir. Nous avons fait des cookies dans la cuisine, Léa perchée sur un tabouret, les mains pleines de pâtes. Nous avons lu des histoires dans le salon, les enfants blottis contre moi sur le canapé. C'était parfait, absolument parfait. Quand le soir est venu et qu'il était temps pour eux de partir, Hugo m'a regardé avec ses grands yeux sérieux. « Mamie, a-t-il dit, est-ce qu'on peut revenir ?»« Bien sûr, ai-je répondu. Vous pouvez revenir aussi souvent que vous voulez. »« Promise ?»« Promise. » Je lui ai embrassé le front, puis Léa, puis je les ai regardés monter dans la voiture de Vanessa. Ils m'ont fait signe par la fenêtre jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. Je suis restée sur le porche longtemps après leur départ, le cœur plein. Ce n'était pas la fin. C'était un nouveau chapitre. Un chapitre où je pourrais être présente dans la vie de mes petits-enfants, même si les circonstances avaient changé. Un chapitre où l'amour trouverait un chemin malgré les obstacles. Antoine a rappelé quelques jours plus tard. Cette fois, sa voix était différente. Plus légère, peut-être. Ou simplement moins accablée. « Vanessa m'a dit que les enfants t'ont vu, » a-t-il dit. « Oui, ils sont venus dimanche. Comment vont-ils ?»« Bien. »« Ils vont bien. Ils ont demandé de tes nouvelles. » Il y a eu un silence, puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. « Maman, je vais essayer d'obtenir la garde partagée. » Mathilde ne s'occupe pas vraiment d'eux. Elle les laisse avec ses parents la plupart du temps. Je veux être là pour eux. Je veux faire mieux. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas du pardon, pas encore, mais peut-être le début de quelque chose qui pourrait y mener un jour. « C'est bien, Antoine, » ai-je dit. Les enfants ont besoin de leur père. Ils ont aussi besoin de leur grand-mère, a-t-il ajouté doucement. Je le sais maintenant. Nous avons parlé plus longtemps cette fois, avec moins de tension, plus de franchise. Ce n'était pas une réconciliation. Nous étions encore loin de ça. Mais c'était une main tendue, prudemment, à travers le gouffre qui nous avait séparés. L'été s'est poursuivi, chaud et lumineux. J'ai établi une nouvelle routine. Les enfants venaient me voir régulièrement, soit avec Vanessa, soit parfois avec Antoine. Ces visites étaient les moments les plus précieux de ma semaine. Nous jardions ensemble, nous cuisinions, nous lisions des histoires, nous construisions des forts. Nous faisions tout ce que font les grands-mères avec leurs petits-enfants. Et lentement, les blessures ont commencé à cicatriser, pas à disparaître. Les cicatrices resteraient toujours, rappel de ce qui avait été perdu, de ce qui avait été dit, mais elles ne faisaient plus aussi mal. Un soir de fin août, j'étais assise sur le porche arrière, regardant le soleil se coucher sur mon jardin restauré. Le carillon chantait doucement. Les roses embaumaient l'air du soir. Quelque part dans la maison, les voix d'Hugo et de Léa résonnaient. Ils passaient la nuit, leur première nuit chez moi depuis que tout avait changé. Françoise était venue dîner et maintenant elle lisait des histoires aux enfants pendant que je profitais de ce moment de paix. J'ai pensé au chemin parcouru depuis ce dimanche fatidique. La douleur, la colère, la peur. Le combat, la victoire, la reconstruction. Et maintenant, cette soirée d'été, avec mes petits-enfants sous mon toit, ma meilleure amie dans mon salon. Ma maison enfin redevenue un foyer. Marcel serait fier, ai-je murmuré au ciel qui s'assombrissait. Il avait planifié tout ça, tu sais. Il savait que les gens changent quand l'argent est en jeu. Il m'a protégée même après sa mort. Le carillon a chanté une note claire, comme une réponse. J'ai souri et je me suis levée. Dans le salon,
J'ai trouvé Françoise assise entre Hugo et Léa sur le canapé, leur lisant Le Petit Prince. Les enfants étaient fascinés, leurs yeux grands ouverts, absorbant chaque mot. Je me suis appuyée contre le chambranle de la porte, les regardant. Ma famille, peut-être plus petite qu'avant, peut-être différente de ce que j'avais imaginé, mais toujours ma famille, toujours pleine d'amour. « Tu te joins à nous, mamie ?» a demandé Hugo en me voyant. « Bien sûr », ai-je dit en m'asseyant dans le fauteuil près d'eux. « Où en êtes-vous? Au petit bonhomme qui veut qu'on lui dessine un mouton ?» a dit Léa avec autorité. « Ah », ai-je dit, c'est une de mes parties préférées. Françoise a continué à lire, sa voix douce remplissant la pièce de mots sur les étoiles et les roses et ce qui est vraiment important dans la vie. Les enfants écoutaient, captivés, et moi, je les regardais, le cœur plein d'une gratitude que je n'aurais pas cru possible il y a seulement quelques mois. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Françoise et moi nous sommes assises sur le porche avec une tisane. « Tu as l'air heureuse », a-t-elle observé. « Je le suis », ai-je répondu. « Étonnamment, profondément heureuse. »« Ce n'est pas étonnant du tout », a-t-elle dit. « Tu as traversé le feu et tu en es ressortie. Tu as le droit d'être heureuse. » Nous avons parlé longtemps, comme nous l'avions fait pendant 50 ans d'amitié. De la vie, de la perte, de l'amour, de l'espoir. De tout ce qui compte vraiment. Quand elle est partie, j'ai fait le tour de la maison, vérifiant les portes, éteignant les lumières. Je me suis arrêtée devant la chambre où les enfants dormaient, écoutant leur respiration paisible. Puis je suis allée dans ma chambre, la chambre que j'avais partagée avec Marcel pendant plus de 40 ans. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé la photo de notre mariage sur la table de nuit. « Nous y sommes arrivés, Marcel », ai-je dit. La maison est à nouveau un foyer. Les enfants sont en sécurité. Et moi, je me suis retrouvée. Je me suis couchée, écoutant les bruits familiers de la maison. Le craquement du parquet, le murmure du vent dans les arbres, le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Des sons de chez moi, des sons de paix. Et alors que je m'endormais, j'ai su avec certitude que tout irait bien. Pas parfaitement, pas facilement, mais bien. Parce que j'avais appris quelque chose de précieux à travers tout ça. J'avais appris que la famille n'est pas seulement du sang et des actes de propriété. C'est de l'amour, de la loyauté, du respect. C'est être là les uns pour les autres, même quand c'est difficile. C'est pardonner quand le pardon est mérité. Et c'est tenir bon quand c'est nécessaire. J'avais tenu bon. Et maintenant, je pouvais avancer, pas en oubliant le passé, mais en le portant avec moi, comme les cicatrices qui nous rappellent ce que nous avons survécu, ce que nous avons appris, ce que nous sommes devenus. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son des rires d'enfants dans la cuisine. Hugo et Léa essayaient de faire des crêpes avec des résultats mitigés si j'en jugeais par le bruit. Je me suis levée, j'ai enfilé ma robe de chambre et je suis allée les rejoindre. « Bonjour, mamie » ont-ils crié en me voyant. « On te fait le petit déjeuner. » J'ai regardé la farine sur le comptoir, les œufs cassés par terre, le lait renversé sur la table, et j'ai souri. « C'est merveilleux » ai-je dit. « Laissez-moi vous aider. » Nous avons fait des crêpes ensemble, riant des formes bizarres, des ratés qui finissaient par être les meilleurs. Nous avons pris le petit déjeuner sur le porche, regardant le jardin s'éveiller dans la lumière du matin. Et j'ai pensé que c'était ça, le bonheur. Pas les grandes victoires, pas les batailles gagnées, mais ces petits moments. Le rire d'un enfant, le parfum des crêpes, le soleil sur les hortensias de Marcel. L'amour simple et présent. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Si Antoine et moi nous réconcilierions vraiment, si Mathilde reviendrait un jour, si les blessures guériraient complètement. Mais je savais une chose avec certitude. Quoi qu'il arrive, je serais prête. J'avais survécu au pire. J'avais récupéré ce qui m'appartenait. J'avais retrouvé ma force, ma dignité, mon foyer. Et maintenant, entourée de mes petits-enfants dans la maison que Marcel et moi avions construite, je pouvais enfin regarder vers l'avenir avec espoir. Les semaines qui ont suivi ont apporté leur lot de défis et de petites victoires. La rentrée scolaire approchait, et avec elle, de nouvelles questions à résoudre. Antoine m'a appelé un soir de septembre, sa voix plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Maman, » a-t-il commencé, « j'ai quelque chose à te dire. J'ai obtenu la garde partagée. Mon cœur a fait un bond. C'est merveilleux, Antoine. Comment les enfants ont-ils réagi?
Hugo était fou de joie. Léa, eh bien, tu la connais? Elle a hoché la tête solennellement et a dit d'accord, papa. J'ai ri malgré moi. Ça ressemble bien à notre Léa. Il y a eu un silence, puis Antoine a ajouté quelque chose qui m'a surprise. Maman, je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais j'essaye vraiment. Je vais à des séances de thérapie. J'apprends à gérer mes émotions différemment. Je veux être un meilleur père, un meilleur fils. Ces mots, prononcés avec une sincérité que je n'avais pas entendue depuis longtemps, ont ouvert quelque chose en moi. Pas du pardon complet, pas encore, mais une porte entr'ouverte, laissant entrer un peu de lumière. C'est bien, Antoine, ai-je dit doucement. C'est vraiment bien. Les enfants ont de la chance de t'avoir. Et toi aussi, a-t-il ajouté. Ils ont de la chance de t'avoir aussi. Nous nous sommes dit au revoir sur ces mots, et j'ai raccroché le cœur léger. Ce n'était pas une réconciliation miraculeuse. Nous avions encore des mois, peut-être des années de travail devant nous, mais c'était un pas dans la bonne direction. Le premier de beaucoup, je l'espérais. Françoise est venue dîner ce soir-là, comme elle le faisait souvent maintenant. Elle avait apporté une tarte aux pommes, faite avec les fruits de son jardin. « Il s'améliore vraiment », a-t-elle observé après que je lui ai raconté la conversation. « Peut-être. Je reste prudente ?» ai-je répondu. « Mais oui, je vois des changements. » « Et les enfants? Comment gèrent-ils tout ça? » « Mieux que je ne l'aurais cru, ai-je dit. Les enfants sont résilients. Et ils sont entourés d'amour. De leur père maintenant, de Vanessa, de moi. Même si leur mère n'est pas aussi présente qu'elle devrait l'être. « Mathilde, » a dit Françoise avec une pointe de mépris. « Qu'est-ce qu'elle devient? » Elle est toujours chez ses parents, dans le sud. Elle voit les enfants 1 semaine sur 2, mais d'après ce que dit Vanessa, elle passe plus de temps sur son téléphone qu'avec eux. J'ai secoué la tête tristement. Je pensais qu'une fois qu'elle aurait perdu la maison, elle aurait peut-être changé, réalisé ce qui comptait vraiment. Mais non, certaines personnes ne changent pas, a dit Françoise. Elles révèlent juste qui elles ont toujours été. C'était vrai, et c'était triste. Mais je ne pouvais pas me concentrer sur Mathilde. Je devais me concentrer sur ce que je pouvais contrôler. Mon foyer, mes relations, ma propre croissance. L'automne est arrivé, peignant le jardin de couleurs dorées et rouges. Les hortensias de Marcel avaient refleuri magnifiquement, leurs têtes bleues et roses se balançant dans la brise. Chaque fois que je les regardais, je pensais à lui, à sa sagesse, à sa prévoyance. « Tu avais raison sur tout », lui disais-je parfois, en arrosant les fleurs. Les gens changent, les papiers protègent. Et l'amour, le vrai amour, survit à tout. Un samedi d'octobre, j'ai organisé un dîner spécial. Ma première vraie réception depuis que j'avais récupéré la maison. J'ai invité Françoise, Roger, Vanessa et pour la première fois, Antoine avec les enfants. Ce n'était pas un grand événement. Juste un repas simple, du bœuf bourguignon fait selon la recette de Marcel, accompagné de légumes du jardin. Mais la table était belle, dressée avec la vaisselle de Limoges, les bougies allumées, les fleurs fraîches au centre. Quand tout le monde est arrivé, j'ai ressenti une vague d'émotion. Ma maison était à nouveau pleine de vie, de rire, de conversation. Pas la même vie qu'avant, mais une vie nouvelle, peut-être même meilleure. « Mamie, c'est trop bon !» s'est exclamé Hugo en goûtant le bœuf bourguignon. « C'est la recette de ton grand-père Marcel, lui ai-je dit. Il serait content que tu l'aimes. »« C'était qui, grand-père Marcel ?» a demandé Léa. Elle ne l'avait jamais connu. Il était déjà parti quand elle était née. « C'était mon mari, ai-je dit doucement. Le papa de ton papa. C'était un homme très gentil et très sage. »« Comme dans les histoires ?» a-t-elle demandé. « Oui, ma chérie. » Exactement comme dans les histoires. Antoine m'a regardé par-dessus la table, les yeux brillants. « Je me souviens de ce plat, » a-t-il dit. Papa le faisait tous les dimanches. Je me souviens de l'odeur, de la façon dont la maison sentait le thym et le laurier. Je me souviens d'être assis ici, à cette même table, à l'écouter raconter des histoires. Sa voix s'est brisée légèrement. « Je suis désolée, maman, de t'avoir fait perdre tout ça, de t'avoir chassé de ces souvenirs. Je ne les ai pas perdus, ai-je dit. Je les ai récupérés. Et maintenant, nous en créons de nouveaux. » Il a hoché la tête, incapable de parler. Mais je voyais dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la gratitude, du regret sincère, et peut-être, juste peut-être, le début du pardon qu'il cherchait. Le dîner s'est poursuivi dans une atmosphère chaleureuse. Roger a raconté des anecdotes de ses années de droit.
Françoise a fait rire les enfants avec des histoires de ma jeunesse. Vanessa a pris des photos de tout le monde, promettant de les envoyer. Et moi, j'ai regardé autour de moi, absorbant chaque moment. Ma maison, mon foyer, ma famille, différente de ce qu'elle avait été, mais toujours mienne, toujours précieuse. Après le dessert, une tarte aux fruits rouges que Françoise avait apportée, les enfants sont allés jouer dans le salon. Les adultes sont restés à table, savourant le café et la conversation. « Tu as fait un travail remarquable avec cette maison, Sylvie », a dit Roger en regardant autour de lui. « Elle est magnifique. Elle a toujours été magnifique, » ai-je répondu. Elle avait juste besoin qu'on s'en souvienne. C'est une belle façon de le dire, a observé Vanessa. Elle m'a regardée avec une admiration que je ne m'attendais pas. Tu sais, Sylvie, quand tout ça a commencé, je ne savais pas de quel côté me mettre. Mathilde est ma sœur. Mais maintenant, je vois clairement qui a eu raison depuis le début. Ce n'est pas une question d'avoir raison ou tort, ai-je dit. C'est une question de faire ce qui est juste. Pour soi, pour ses proches, pour l'avenir. Elle a hoché la tête. Mathilde ne comprendra peut-être jamais ça. Mais les enfants comprendront. Un jour, ils sauront tout ce que tu as fait pour eux. J'espère juste qu'ils sauront qu'ils sont aimés, ai-je dit. C'est tout ce qui compte, vraiment. La soirée s'est terminée tard, avec des embrassades et des promesses de se revoir bientôt. Antoine a été le dernier à partir, s'attardant sur le seuil avec les enfants endormis dans ses bras. « Merci, maman », a-t-il dit simplement. « Pour ce soir. »« Pour tout. » Je l'ai regardé, mon fils, cet homme qui m'avait tant blessé mais qui essayait maintenant si fort de se racheter. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. De l'espoir pour nous, pour notre famille, pour l'avenir. « Bonne nuit, Antoine, ai-je dit. Rentre bien. » Il a hoché la tête et s'est dirigé vers sa voiture. Je l'ai regardé installer les enfants sur la banquette arrière, les couvrant tendrement d'une couverture. Puis, il m'a fait un signe de la main et est parti. Je suis restée sur le porche jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent au bout de la rue. La nuit était fraîche, l'air sentait l'automne et la promesse de l'hiver à venir. Mais je n'avais pas froid. J'étais réchauffée par l'amour, par la famille, par la certitude que j'étais exactement là où je devais être. J'ai fermé la porte et j'ai fait le tour de la maison, éteignant les lumières une par une. Dans la cuisine, j'ai lavé les derniers plats, rangeant la vaisselle de Limoges avec soin. Dans le salon, j'ai ramassé les jouets que les enfants avaient laissés, les plaçant dans le coffre que je gardais maintenant pour leur visite. Et dans ma chambre, je me suis assise sur le lit et j'ai regardé la photo de Marcel. « Nous avons réussi », lui ai-je dit. Pas comme nous l'avions prévu, mais nous avons réussi quand même. Le cadre brillait doucement dans la lumière de la lampe de chevet. Marcel souriait, comme il l'avait toujours fait, comme s'il savait déjà que tout irait bien. Je me suis couchée, épuisée mais heureuse. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles joies, de nouvelles opportunités de croissance. Mais ce soir, j'étais en paix avec ma maison, avec ma famille, avec moi-même. L'hiver est arrivé, apportant son lot de fêtes et de célébrations. J'ai organisé un Noël mémorable, le premier dans ma maison restaurée depuis des années. Le sapin brillait dans le coin du salon, décoré avec les ornements que Marcel et moi avions collectionnés au fil des décennies. Les enfants ont ouvert leurs cadeaux avec des cris de joie. Antoine était là, sobre et attentif, aidant Léa à déballer sa nouvelle poupée. Françoise avait apporté une bûche au chocolat. Roger était passé prendre l'apéritif, apportant du champagne et des vœux de bonheur. C'était parfait. Pas parfait au sens où rien n'allait mal, mais parfait au sens où tout allait bien. Nous étions ensemble, nous étions en famille, nous étions chez nous. Plus tard ce soir-là, alors que les enfants jouaient avec leurs nouveaux jouets et que les adultes bavardaient autour du feu, j'ai pris un moment pour regarder autour de moi. Cette maison, ces personnes, cette vie. J'avais failli tout perdre, mais j'avais tenu bon. J'avais récupéré ce qui m'appartenait. Et maintenant, je pouvais profiter des fruits de cette bataille. Joyeux Noël, Marcel, ai-je murmuré en regardant par la fenêtre les flocons de neige qui commençaient à tomber. Tu vois, la maison est pleine à nouveau, pleine d'amour et de rire et d'enfants. Exactement comme tu l'aurais voulu. Le printemps suivant a apporté encore plus de changements. Antoine a trouvé un nouvel appartement, plus grand, avec une chambre pour chacun des enfants. Il s'est inscrit à des cours du soir pour améliorer ses compétences professionnelles. Il a même commencé à jardiner,
m'appelant pour des conseils sur les roses et les hortensias. « Il grandit !» ai-je dit à Françoise un après-midi où nous prenions le thé sur mon porche. « Vraiment grandi. Il était temps !» a-t-elle répondu avec son pragmatisme habituel. « Mais mieux vaut tard que jamais. » « Et Mathilde ?» J'ai haussé les épaules. Toujours la même. Les enfants reviennent de chez elle frustrés et négligés. Mais Antoine s'en occupe. Il leur donne la stabilité dont ils ont besoin. C'est tout ce qui compte, a dit Françoise. Les enfants sont résilients. Ils s'en sortiront. Elle avait raison, bien sûr. Les enfants s'adaptaient, s'épanouissaient même. Hugo excellait à l'école, apportant fièrement ses bulletins pour me les montrer. Léa développait une personnalité forte et assurée, n'hésitant pas à exprimer ses opinions avec une certitude qui me faisait sourire. Et moi, je continuais à reconstruire ma vie, jour après jour, moment après moment. J'ai rejoint un club de jardinage local. J'ai repris le tricot, confectionnant des pulls et des écharpes pour les enfants. J'ai même commencé à écrire mes mémoires, racontant l'histoire de ma vie, de ma famille, de cette maison. Un soir d'avril, alors que je travaillais dans mon journal, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'étais plus définie par ce qui m'était arrivé. J'étais définie par ce que j'avais fait avec ce qui m'était arrivé. J'avais été trahie, mais je n'étais pas une victime. J'avais été blessée, mais je n'étais pas brisée. J'avais été chassée de chez moi, mais j'avais récupéré ma maison et, plus important encore, ma dignité. J'ai fermé mon journal et je suis sortie sur le porche. Le soleil se couchait, peignant le ciel de rose et d'or. Le jardin était en pleine floraison, les hortensias de Marcel plus beaux que jamais. Le carillon chantait sa douce mélodie. C'était ma vie, ma maison, mon avenir. Et c'était beau. L'été suivant a marqué le premier anniversaire de ma victoire au tribunal. Je n'ai pas célébré avec fanfare. J'ai simplement passé la journée comme j'aimais la passer désormais. Jardinage le matin, déjeuner avec Françoise, après-midi tranquille avec un livre sur le porche. Le soir, les enfants sont venus dîner avec Antoine. Nous avons mangé dans le jardin, profitant de la douceur de la soirée. Hugo m'a raconté ses projets pour les vacances. Léa m'a montré sa dernière danse, celle qu'elle avait apprise à l'école. Antoine m'a aidé à ranger la vaisselle. Et pour la première fois depuis longtemps, nous avons ri ensemble. Vraiment ri, sans arrière-pensée, sans douleur cachée. « Tu sais, maman » a-t-il dit alors que nous nous tenions côte à côte devant l'évier, « je ne te remercierai jamais assez. »« De quoi ?» ai-je demandé, surprise. « De ne pas avoir abandonné, de t'être battu. Pas seulement pour la maison, mais pour nous. Pour les enfants, pour me donner une chance de me racheter. » J'ai posé le torchon et je me suis tournée vers lui. Ce n'était pas facile, ai-je dit honnêtement. Il y a eu des moments où j'ai voulu tout laisser tomber, où la douleur était trop forte. Mais je ne pouvais pas. Cette maison, ces souvenirs, vous, tout ça valait la peine de se battre. Il a hoché la tête, les yeux brillants. « Je suis tellement désolée pour tout ce que je t'ai fait subir. »« Je sais, » ai-je dit. « Et je te pardonne, Antoine. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je me le dois. Parce que garder cette colère, cette rancune, ça me faisait du mal à moi, pas à toi. » Il m'a pris dans ses bras, et pour la première fois depuis cette terrible nuit, je me suis laissée aller. J'ai pleuré, pas de tristesse, mais de soulagement, de libération, de guérison. Quand nous nous sommes séparés, il a essuyé ses yeux et a souri. « On peut repartir de zéro ?» a-t-il demandé. « Pas de zéro, ai-je répondu. On ne peut jamais vraiment repartir de zéro. Mais on peut construire quelque chose de nouveau sur les ruines de l'ancien. Quelque chose de plus fort, peut-être. » Il a hoché la tête, acceptant cette vérité. Les mois qui ont suivi ont été marqués par cette reconstruction. Antoine venait régulièrement, parfois seul, parfois avec les enfants. Nous avons recommencé à avoir de vraies conversations, pas seulement des échanges superficiels. Il m'a parlé de ses séances de thérapie, de ce qu'il apprenait sur lui-même. Je lui ai parlé de mes projets, de mes rêves pour l'avenir. Nous avons partagé des souvenirs de Marcel, des histoires que nous n'avions pas racontées depuis des années. Un jour, il m'a apporté une boîte qu'il avait retrouvée dans son ancien appartement. Des photos, des lettres, des souvenirs de son enfance. Des choses que Mathilde avait voulu jeter, mais qu'il avait sauvées. « Regarde » a-t-il dit en sortant une photo. « C'est mon premier jour d'école. Tu te souviens ?» Je me souvenais. Marcel l'avait porté sur ses épaules jusqu'à la grille de l'école. J'avais pleuré en le voyant partir, mon petit garçon devenant grand. C'était une autre époque, ai-je dit.
Une époque plus simple. Peut-être, a-t-il répondu. Mais les choses importantes n'ont pas changé. L'amour n'a pas changé. Nous avons passé l'après-midi à regarder ces vieilles photos, à rire et à pleurer ensemble. C'était une catharsis, une purification. Une façon de reconnecter avec ce que nous avions été avant que tout ne dérape. Françoise a remarqué le changement en moi. Tu as l'air plus légère, a-t-elle observé un jour. Comme si un poids avait été enlevé de tes épaules. Le poids de la rancune, ai-je répondu. J'ai pardonné à Antoine. Vraiment pardonné, pas juste en parole. Elle a hoché la tête avec approbation. C'est bien. Le pardon est autant pour celui qui pardonne que pour celui qui est pardonné. Tu avais raison, ai-je dit. Quand tu m'as dit que les enfants comprennent plus qu'on ne le pense. Hugo m'a demandé l'autre jour si papa et moi étions amis maintenant. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que nous essayons. Que parfois les adultes se disputent, comme les enfants, mais que l'important est de savoir s'excuser et de se pardonner. Sage réponse, a dit Françoise. Et vrai. Nous avons continué notre thé en silence, profitant de la compagnie l'une de l'autre, de cette amitié de 50 ans qui avait survécu à tant de choses. 1 an plus tard, j'ai organisé une fête pour le 10e anniversaire du Hugo. La maison était pleine d'enfants, de rires, de ballons et de gâteaux. Antoine était là, aidant avec les jeux. Vanessa avait amené ses propres enfants, les cousins d'Hugo et Léa. Même Roger était passé, apportant un livre sur les dinosaures que Hugo avait réclamé. C'était bruyant, chaotique, joyeux, exactement ce qu'une maison devrait être. J'ai regardé autour de moi, ces visages souriants, ces enfants qui couraient dans le jardin, où les hortensias de Marcel fleurissaient toujours. Et j'ai ressenti une gratitude profonde. « Heureuse ?» m'a demandé Françoise en se glissant à côté de moi. « Oui », ai-je dit. « Vraiment, profondément heureuse. »« C'est tout ce qui compte », a-t-elle répondu. « Après tout ce que tu as traversé, tu mérites ce bonheur. »« Ce n'est pas une question de mérite, » ai-je dit. « C'est une question de choix. J'ai choisi de me battre. J'ai choisi de reconstruire. J'ai choisi de pardonner. Et maintenant, je choisis d'être heureuse. » Elle a souri et m'a serré la main. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse, Sylvie. »« Non, » ai-je dit. « Je suis juste une femme qui a refusé de se laisser briser. » Il y a une différence. Elle a hoché la tête, comprenant. Nous avons regardé les enfants jouer, le soleil briller sur le jardin, la vie continuer. Et j'ai su, avec une certitude absolue, que j'avais fait les bons choix. Que Marcel, où qu'il soit, était fier de moi. Que l'avenir, malgré ses incertitudes, serait bon. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de me dire de quelle ville vous regardez. Si vous avez aimé mon histoire, n'oubliez pas de regarder 2 autres vidéos favorites de notre chaîne. Ma belle-fille m'a interdit de voir mon petit-fils jusqu'à ce qu'elle ait besoin de mon argent. Et après 40 ans de mariage, mon mari est parti.